une production du Studio SF. Aujourd'hui. Je pensais que tu allais le faire en même temps que moi. Ben non, dans quel sens j'aurais fait aujourd'hui? Ben, parce que j'étais dans l'attente. Okay. Quand on y va. 1, 2, 3. Aujourd'hui. Non. Non, c'était fâchant. Jamais. C'était vraiment Faut fâchant. jamais faire ça. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Marie-Pierre. Marie-Pierre, qui est une conseillère en allaitement, marraine d'allaitement. J'espère que j'ai les bons mots. C'était vraiment un épisode qui tombait à point. On a pu... Parce que, veux pas, oui, j'ai allaité pendant 2 ans et demi, mais l'allaitement change au travers du temps. Fait que je me souviens pas du avant, début, pendant, les étapes que tu traverses, puis des questions qu'on peut avoir, toutes les mythes qui entourent l'allaitement aussi. Qu'est-ce que... Les nuances. En tout cas, ouais. vraiment, là, comme... Les zones grises. De s'en faire... de se faire expliquer toutes les zones grises, c'était très, très pertinent. Il a fallu s'arrêter parce que c'était inarrêtable. C'est un sujet qui est extrêmement important puis qui est difficile à comprendre. Ouais. Elle vient de me recrinquer pour mon 2e allaitement. Complètement. Je suis très contente. Je suis là, je suis à côté, je suis craqué. Yes, sir. Yes, sir. On jump. Merci, Marie-Pierre. Et puis, on laisse toutes les ressources dans la description de cette vidéo. Merci. Bye, bye. Allons-y. On y va? Okay. C'est un peu ça la parentalité, c'est toujours avoir des plans B. C'est parce que tu penses que ça va aller de même, mais finalement, si ça va pas comme ça, tu piètes. Je comprends. On n'est pas tant plan B, nous autres. On devrait plus. Ouais. Rendu à 4 un moment donné, je te dirais que les plans 4? A... Ouais, moi j'en ai 4. Alors, quel âge? Attends, là. On a commencé. C'est souvent comme ça, on commence, puis après ça, on introduit. Je veux son nom avant. Moi, je veux le nombre d'enfants avant. Veux-tu le nom de mes enfants? C'est un entre deux. Avant, oui, c'est ça. Ouais, j'en ai 4. Ma plus jeune a 5 ans, fait qu'elle va rentrer en maternelle cette année. Après ça, j'ai un 8 ans en septembre, 10 ans, puis 12 ans. Fait que j'ai une entrée au secondaire aussi en même temps cette année. Ouais. Ils sont quand même back-to-back. À peu près, ouais. Belle gang. Mais là, j'aimerais savoir ton prénom ici, Marie-Pierre. Conseillère en allaitement? Oui, exact. Mais oui, en fait, c'est dur parce que l'allaitement, tu sais, tu vas pas à l'école pour étudier l'allaitement. C'est ça, là. C'est pas quelque chose que tu sors avec un diplôme en disant « Voici, je suis conseillère, je suis... Il y a des consultantes en lactation, fait que le mot consultante est associé vraiment à quelqu'un qui a un diplôme, mais... C'est un peu compliqué. Fait que moi, dans le fond, je suis en effet Marie-Pierre, puis je suis coordonnatrice d'un organisme de soutien en allaitement au communautaire. Fait que ça, c'est comme, mettons, le titre de ma job, c'est ça. Okay. J'ai commencé quand j'ai eu ma première fille. Fait que moi, j'ai eu mon premier bébé, puis à la base, je savais pas que j'allais aimer ça, l'allaitement, puis je savais pas que j'allais aimer les bébés non plus, en fait. Fait que je suis vraiment tombée comme Obélix dans la marmite de la maternité et de la parentalité, là. J'ai vraiment comme trippé bien gros là-dessus. Puis ma cousine avait eu un enfant à peu près en même temps que moi. Moi, l'allaitement, ça allait bien, tu sais. Puis elle m'avait dit « Hey, marraine d'allaitement, ça te tente-tu de faire ça? » Je dis « Je sais même pas c'est quoi. J'avais pas eu de marraine d'allaitement. » Je suis allée à l'organisme de mon coin. J'ai dit « Ah, ils cherchent des marraines. Je pourrais m'inscrire. » Fait que la première fois que j'étais allée, c'était une rencontre pour donner sa candidature et être marraine d'allaitement, alors que je savais même pas c'était quoi. Et finalement, j'ai commencé là. Et ça fait aujourd'hui 12 ans que je suis encore à cet endroit-là. J'ai commencé comme bénévole. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça pouvait faire dans la vie, une marraine d'allaitement, mais aussi plus loin que ça, c'est quoi les autres étapes, puis où on peut aller en ayant juste un amour de la maternité, puis de tout ça, là. Ça consiste en quoi, être une marraine d'allaitement? Les marraines d'allaitement, dans le fond, il y en a un peu partout. Il y en a, par exemple, au Québec, on a des organismes qui sont vraiment plus individuels. Comme moi, je suis à l'Actea à Saint-Jean, fait qu'on fait le Haut-Richelieu. Après ça, il y en a d'autres qui vont être aussi dans certains secteurs. Donc, par exemple, vraiment indépendants. Il y a, par exemple, je pense à MAM autour de la maternité qui va être à Saint-Hubert. Il y a
l'entraide maternelle du Richelieu qui est à Richelieu. Donc, on a chacun nos territoires, puis c'est majoritairement subventionné par le gouvernement. Donc, on a chacun nos petites installations locales, on fait nos petites choses. Mais il y a aussi des gros regroupements que peut-être vous avez déjà entendu parler, comme Nourrissource. Fait que Nourrissource, c'est un regroupement de soutien à l'allaitement. Il y a la Ligue La Leche, qui, eux, sont internationales. Donc, il y en a partout dans tous les pays. Ce nom-là? Ça, tu as déjà entendu, la Ligue La Leche? Non, mais là, Non? je n'oublierai jamais. Non, ben c'est dur à oublier, mais c'est un regroupement qui est international. Puis la différence entre les regroupements, par exemple, qui sont plus locaux, c'est qu'au niveau local, on a des formations où on va former des marraines d'allaitement. Fait que ça fait partie de mes tâches à moi. Je recrute des personnes qui sont intéressées à faire ça et on va les former. Fait qu'on va leur donner la formation de base de la DSP, comme vont recevoir les professionnels de la santé, par exemple. Fait qu'on leur donne une base en allaitement. Mais il y a des groupes qui vont avoir, par exemple, des formations maison. Il y a des groupes qui vont faire eux-mêmes leur formation, qui vont les envoyer faire former à l'extérieur. Fait que chaque groupe peut avoir un peu sa façon de faire. Et après, il y a de la formation continue. Donc là, on peut offrir des formations complémentaires, on peut pousser sur des sujets, on va aussi leur donner une formation sur, par exemple, l'écoute empathique, écouter les parents, être capable de trouver un peu l'équilibre entre la raison puis l'émotion. Fait que c'est pas juste de soutenir l'allaitement en soi, mais plus tout ce qui entoure la péri, fait que le sommeil, le cododo, l'intro des solides, le développement moteur, tout ça. Et on les forme pour être capable de soutenir les parents majoritairement par de l'écoute. Et encore là, selon les groupes, il y en a qui vont faire des visites à domicile, il y en a qui vont être associés avec des CLSC, il y en a qui vont faire seulement des lignes téléphoniques. Donc, d'un groupe à l'autre, il y a des particularités. Mais les gros groupes, comme par exemple la Ligue La Leche, sont internationales. Ils ont exactement les mêmes formations et les mêmes règles dans tous les pays. OK. Fait que tu fasses affaire avec, par exemple, une personne qui est à la Ligue de la Leche ici à Montréal ou une personne qui est avec la Ligue de la Leche en Arabie Saoudite, c'est les mêmes choses. Ils ont les mêmes documents, ils ont la même législature. C'est vraiment très, très, très rigide, un peu comme structure, si on veut. Okay. Mais en même temps, ça leur permet justement d'avoir exactement les mêmes informations partout où ils vont. Okay. C'est fou. Ouais. Ça ressemblait à quoi, mettons, une journée en tant que marraine d'allaitement quand tu es bénévole, nouvelle maman? Parce que là, à ce moment-là, tu te fais donner une formation, j'imagine? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, habituellement, là, les normes de base, si on veut, là, c'est une maman qui a allaité au moins entre 4 à 6 mois, qui peut devenir marraine d'allaitement. Fait que t'es pas obligé d'être une professionnelle de la santé, t'es pas obligé d'avoir une formation quelconque en relation d'aide ou en allaitement ou en péri, peu importe. T'as juste besoin d'avoir envie d'aider les autres. Okay. Mais t'as besoin d'avoir été mère. T'as besoin d'avoir été mère et t'as besoin d'avoir, tu sais, au moins allaité un peu pour être capable de comprendre quel genre de problématiques la maman peut vivre, comment ça peut se passer un peu l'allaitement, mais t'es pas obligé d'avoir vécu, tu sais, les problématiques d'allaitement, les crevasses, les gerçures, les mastites, pas grave. Si ton allaitement a bien été ou si ton allaitement a moins bien été, ou même si t'as fait du tir-allaitement ou de l'allaitement mixte, t'es quand même bienvenue à être marraine d'allaitement parce que l'objectif premier, c'est d'abord et avant tout le soutien puis l'écoute. Fait que là, après ça, on va leur donner la formation de base où ils vont apprendre un peu sur la physiologie de l'allaitement, sur les petits mythes là, qu'on va parler. Ah, manque de lait, c'est vrai ça qu'on peut manquer de lait, puis des choses comme ça, sur la gestion des blessures, c'est vraiment une base. Et après, au fil de leur implication, ils peuvent avoir des formations continues ou ils peuvent aussi s'inscrire à des formations qu'on va leur proposer. Mais à la base, c'est une maman qui a déjà allaité, qui a envie d'aider les autres. On leur donne, en moyenne, c'est à peu près 16 heures de formation de base. Et par la suite, ils vont être jumelés avec des parents. Fait que les parents qui ont des questions, ou souvent dans les cours prénataux, ils vont dire « Est-ce que vous aimeriez avoir une marraine d'allaitement? » Puis ça va être associé directement avec l'organisme de votre coin. Tu sais, l'organisme qui est relié avec le CLSC avec lequel vous faites affaire, par exemple. Pourquoi tu me regardes? Non, c'est parce que je me suis demandé c'était où dans la loupe, ça, où on aurait pu, tu sais... Je me rappelais pas. Ben, tu sais, si vous avez fait des cours prénataux privés, ça se peut que vous n'en ayez pas entendu parler. Si vous avez fait des cours prénataux publics au CLSC, par exemple, habituellement, le CLSC va soit avoir une entente avec l'organisme de son territoire, soit vont prendre les noms puis vont les remettre eux-mêmes à l'organisme du territoire. Fait que, habituellement, il y a une belle collaboration là, entre le communautaire puis le système public. Puis c'est là qu'on en entend parler. Sinon, dans les hôpitaux, généralement, après la naissance, dans les 52 000 papiers qu'on reçoit puis qu'on oublie un peu, il y a habituellement un dépliant de l'organisme du coin. Comme nous, par exemple, c'est l'hôpital du Richelieu, ben on a notre nom avec notre petit pamphlet qui est remis à tous les parents qui quittent l'hôpital. Fait qu'à partir de là, ils peuvent nous contacter au besoin. Pour répondre à ta question, je pense qu'on n'a pas fait de cours prénataux, vraiment. Je pense que j'en ai fait en ligne, genre par Zoom. C'est ça. Ouais, c'est la nouvelle réalité COVID. Ouais. Ben, ouais, c'est comme...
Ouais, ça, puis... Mais là, ça, c'est pas resté depuis la COVID. Non, dans mais- plusieurs cysts, Ouais, c'est encore comme ça. Genre, ça arrange tout le monde, au final, ou pas? Ça permet d'avoir plus de parents en même temps, I guess. Ouais. Tu sais, t'as pas besoin de te déplacer. Ça, c'est une tu le affaire fais à un peu distance. humaine, ça pourrait rester Ben, pas tout- On présentiel. pourrait en débattre longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, je serais vraiment d'accord pour que ça revienne en personne. Mais tu sais, c'est ça. Les locaux, l'espace, le nombre de personnes que tu peux accueillir à la fois, le personnel. OK, ouais. Ouais, J'avais, je pense, 2 cours prénataux en Zoom. Puis on a eu un accompagnement pour l'allaitement à l'hôpital parce qu'on a été 11 jours à l'hôpital avec notre Ah oui, garçon. oui, oui. c'est ça. Ouais. Fait qu'on a une femme là-bas qui était là, qui était venue comme aider, superviser. Puis, tu sais, j'ai vraiment apprécié là, l'aide de cette femme-là qui a comme pu m'aider à travers ça. Là. Est-ce que tu as allaité tes 4 enfants? J'ai allaité les 4. Oui. Oui. Puis c'est un peu aussi ce qui explique, par exemple, l'écart entre mes 2 premiers, j'aurais aimé qu'ils soient moins grands. OK. Mais j'ai continué d'allaiter, puis je pensais pas que j'allais aimer tant que ça allaiter. Je m'étais dit, je vais essayer, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, Ouais. ça, c'était ma première réflexion. Puis après, ça marchait, tu sais, puis ça allait quand même correct, selon moi. Et là, quand elle a eu 6 mois, je me suis dit, un trop des solides, on va pouvoir arrêter d'allaiter. Tu sais, c'était mon premier, c'était mon premier target. Puis finalement, ben là, je me suis dit, ça va bien, là, je pourrais continuer, tu sais, rendu là, pourquoi pas. Et là, j'ai continué jusqu'à 9 mois. Là, à 9 mois, je m'étais dit, ben, mes règles vont peut-être finir par revenir à un moment donné, parce que ça, c'est une autre histoire, tu sais, les règles qui reviennent plus tard. Et là, après ça, je me suis dit, OK, 12 mois, ça va être ma limite, là, parce que moi, je veux vraiment un autre enfant, tu sais, rapidement. J'en voulais un deuxième assez vite. Mes règles n'étaient toujours pas revenues. Puis là, à 12 mois, je me suis dit, ouais, mais là, c'est-tu mon désir qui passe par-dessus son besoin? Puis là, je vais y enlever ça parce que moi, j'en veux un autre. Mais là, tu sais, mon corps, naturellement, ça revient pas, il doit avoir une raison. Puis finalement, je me suis rendu compte que je tenais beaucoup plus à mon allaitement que ce que je pensais. Fait que j'ai continué, mais là, c'est ça. Dépassé 12 mois, j'ai fait, OK, là, ça commence à être un peu long. Et je suis allée en acupuncture pour essayer de faire déclencher mes règles. Fait que j'ai essayé le naturel avant de me dire je vais arrêter complètement. Puis ça m'a pris une séance d'acupuncture, un retour de règles, 2e grossesse tout de suite. Holy shit! Ouais. Fait que ça a été vraiment comme le déclencheur qui a fait que ça a fonctionné. Et j'ai continué d'allaiter pendant ma grossesse quand même. Fait que j'ai pas sevré mon allaitement finalement. Ça a été une expérience qui s'est faite. Tu sais, j'avais pas dit je vais allaiter jusqu'au sevrage naturel, je vais faire du tandem, je vais allaiter pendant ma grossesse. J'ai rien décidé. Ça s'est juste fait au fil du temps. Puis à chaque fois, on prenait une décision. On continue, on arrête. Pourquoi? Ah, OK. Puis bon, on va l'essayer. Puis finalement, ça s'est juste fait seul. Fait que c'est... Au feeling. Ouais, au feeling. L'acupuncture pour redéclencher les règles. Ouais. Ça Tu sais, marche? l'acupuncture a beaucoup de petits côtés cachés. Genre, tu confirmes que ça marche, là. Ben écoute, pour moi, ça a Ça a fonctionné. marché là. Clairement, pour moi, ça a fonctionné. Ouais. Ah ouais. Il pique où? Hein? Il pique où? Un peu partout, tu sais. Je pense que c'est un flow global. Tu sais, il y a quelque chose. Je savais pas que c'est fort, ouais. ça. Ouais, fort. je suis allée comme une fois. Mes règles se sont déclenchées là, dans les jours qui ont suivi. J'ai fait cette période de règles-là. Je suis retournée après parce que là, c'était comme pour l'implantation, là, puis aider à ce que ça Tu fonctionne. le refais. La même affaire. Puis j'ai eu ma grossesse tout de suite après. J'ai eu aucune autre C'est période fou. de règles entre. Là. Ça a été assez efficace. Honnêtement, on a quand même... Tu sais, je t'écoute, puis on a vraiment vécu quelque chose de similaire. Là, Ouais. fait que c'est le fun parce que je peux te poser des questions par rapport à ça aussi, mais pour vrai, je pense que... Ben là, mon fils va avoir 2 ans et demi bientôt. J'allaite encore un peu, mais on est vraiment sur la fin. Là. C'est en train de c'est ça. C'est frité. C'est le mot que j'ai choisi. C'est estompé. C'est estompé. C'est frité. Arc, quel choix de mot de merde. Voyons, je vais en aller où avec ça. Je suis tout mêlée. Mon c'est frité m'a... Ben, tu disais Tu disais que ça se vécu. ressemblait un peu comme Oui, histoire. oui. C'est en train de fade out, là. Non, c'est ça. Mais c'est pas là où je m'en allais. Fait que toi, mettons, pendant que là, ta grossesse, ton nouveau garçon arrive, parce que c'est un garçon, ton Ouais, deuxième. exact. T'allaites les deux en même temps? Comment que tu deals avec, mettons, là, t'as ton bébé qu'il faut que, tu sais, Ouais. puis t'as ta Ouais, grande c'est ça. fille. Ça a été un peu comme l'histoire de ma vie. Moi, c'est comme go with the flow. On traversera le pont quand on sera rendu. Ouais. J'y avais pas pensé vraiment. OK. T'sais. J'y avais pensé parce que quand même, j'étais déjà marraine d'allaitement depuis un petit bout rendu là. J'avais déjà entendu parler, tu sais, de l'allaitement, de la grossesse et tout. Mais je m'étais dit, quand on sera
quand il sera là, on verra comment on va le faire pour de vrai, parce que, je l'ai dit un peu tantôt, le plan A, à un moment donné, tu réalises qu'il marche pas vraiment tout le temps, ton plan A avec des enfants. Ça t'en prend B, C, D, E. Fait que mon deuxième, moi, il est né en maison de naissance. On est revenu rapidement à la maison. Tu sais, comme 8 heures après, là, on revenait à la maison. J'avais ma fille qui était là. Et ça a juste été... Elle demande, je l'allaite. L'autre, il en demande, je l'allaite. C'était un peu un à la fois. Et là, je m'étais dit, je veux-tu les allaiter en même temps? Je veux-tu dire non à la plus vieille? Je veux-tu manquer de lait pour le plus jeune? Puis, tu sais, je m'étais posé un peu de questions, mais je m'étais dit, je vais le gérer, mais que ça l'arrive, là. Tu sais, ça sert à rien de trop anticiper. Finalement, ça s'est bien fait. On dirait qu'elle le savait. Que si c'était le petit, c'était le temps à son frère. Puis si c'était elle, c'était... quand ça donne mieux, quand maman a plus le temps. Fait que, puis, tu sais, entre toi puis moi, un allaitement d'un 2 ans et demi, les gens, ils pensent souvent, « Ah, ouais, t'allaites encore rendu là. » Mais c'est pas comme allaiter un nouveau-né, là. C'est pas aux 2 heures pendant 20 minutes, les deux côtés puis le roux entre les deux, tu sais. C'est pas la même chose que d'allaiter un nouveau-né. Ils sont plus patients, sont capables d'attendre, sont capables de comprendre. Ils ont une certaine compréhension. Ça dure moins longtemps. Tu sais, elle venait, elle prenait quelques tétées, elle s'en allait, puis c'était juste... facilement rentrer dans la routine jusqu'à un moment donné où elle a décidé que là, maintenant, le lait, c'était pour son frère, puis c'était terminé. C'était son choix. Ça a été dit comme ça a été mais maintenant, maman, lait pour bébé. Lait pour bébé, puis Nathan, le lait. Elle, c'était comme... Ça, là, la nature a fait les choses. C'est ça. Puis je pense aussi que quand tu allaites pendant la grossesse, des fois, il n'y a pas vraiment de lait. T'sais, les hormones font qu'il n'y a plus de lait. C'est ça. Puis ça arrive à tout le monde. Tu voudrais continuer à faire du lait, mais tu pourrais prendre n'importe quel produit naturel, ça ne fonctionnera pas, c'est hormonal. Tes hormones font en sorte qu'il n'y en a plus. Et à un moment donné, ça revient vers... Il y en a que ça va être autour de 20-24 semaines. Il y en a d'autres que ça va être plus tard. Le lait revient un peu, mais en moins grande quantité. Le goût est différent. Quand le nouveau bébé... Ben non, c'est pas pantoute pareil. Donc, le nombre de temps qui sont là va changer. L'intérêt est différent. Là, quand le colostrum arrive là, après le nouveau bébé, là, c'est différent. Là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté à ça. C'est pas pareil. La texture n'est pas la même. C'est dur à aller chercher. Ils sont pas supposés. Ah, ben, tu sais... Il y a quelque chose d'intrusif, ils sont là. Je vais squatter l'autre. C'est ça, il y a quelque chose de... Puis, tu sais, moi, je donne un avertissement aux nouvelles mamans. Là, le colostrum, il y a comme un effet laxatif là-dedans. Là. Fait que si vous allaitez les plus vieux, des fois, ça peut aussi faire travailler intestinalement un peu. C'est pas supposé, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y en a qui vont juste arrêter, là. Tu sais, il y en a des bébés à sec qui voudront pas continuer quand il n'y a plus de lait. Il y en a d'autres que dès que le lait va revenir, la texture ou le goût va avoir changé, ils voudront plus. Il y en a qui c'est au colostrum qui voudront plus. Puis il y en a d'autres, c'est à la montée de lait, ils vont faire « Oh boy, là, il y en a vraiment trop, j'en veux pas. » Fait que tu peux planifier ton plan A, mais en même temps, ton enfant, il va aussi choisir si lui, ça lui tente de continuer ou pas. C'est ça, là. Fait qu'il y a des choses que tu peux malheureusement pas prévoir. Comment... Nous, ça s'est fait, mettons, c'est surtout parce que là, je vais te raconter juste un petit portrait vite de comment que... Mais j'ai allaité exclusivement. J'ai essayé de tirer mon lait au début, surtout parce qu'il était hospitalisé. Fait que là, c'était comme mon seul contrôle en tant que maman, c'est de tirer mon lait pour pouvoir... parce qu'il était intubé, là. Fait que c'était comme... Au moins, je sentais que j'avais une mini-job de mère. Là. Je me souviens que ça a été ça les 2 premières semaines. Puis, fait qu'éventuellement, il est revenu à la maison. Puis là, j'ai réalisé que tirer mon lait, c'était comme la pire partie. C'est que j'haïs ça, là, de me plugger après une machine. Tu l'allaites au temps de temps, mais en plus, entre l'allaiter, il faut que tu te plugues sa machine. T'es une vache. Là. Moi, je me sentais comme une grosse vache. C'est exigeant. C'est fou comment j'ai trouvé ça tough. Là, avec le temps, introduction des solides, puis il était vraiment un bébé à lait, là, genre, il mangeait pas beaucoup parce qu'il voulait tellement rien que du lait tout le temps. Puis là, je tombe enceinte et tranquillement, j'ai vu que clairement, j'avais plus de lait, tu sais, mais il continuait à vraiment téter. Puis là, il y a une semaine où il y a eu un rhume vraiment intense. Fait qu'à chaque fois qu'il toussait, il se réveillait, puis nous, on l'endormait au sein. Ben, nous. Ouais, j'ai compris. C'est comme le on, un peu, ça exclut la... Je l'endormais au sein. Mais là, c'était vraiment exigeant parce que je pouvais plus dormir. Parce qu'à chaque fois qu'il se réveillait, il cherchait le sein puis il tétait. Fait que ça a été ça. Puis, moi, ce que j'ai trouvé le pire là-dedans, c'est pas le tétage, c'est l'autre mamelon qui joue avec ses doigts. Ça, là, ça allait me faire virer complètement folle. J'étais tellement plus capable de me faire jouer après le sein, là, avec ses petits doigts, là, puis qui pincent, là. Puis si ça fait trop longtemps que ses ongles sont coupés, non, je suis plus capable.
Fait que là, il y a une nuit, j'ai fait des biberons. J'ai jamais bu de biberon de sa vie. J'ai fait des biberons, je suis restée en T-shirt, j'ai pas dormi tout nu. Puis il a fait sa crise, puis j'étais là, non, il y a plus de lait. Maman, bobo, maman, là, des gros bobos au sein. Puis j'avais mal, j'avais tellement mal. Puis c'était la vérité, mais j'étais comme, maman, elle a trop des bobos au sein en ce moment. Il a fini par comprendre, boire le lait. Deuxième soir, j'ai dit, là, maman, le lait, il fait déjà des dodos. Le lait, il fait dodo. Puis il a compris plus vite. Ouais, c'est sûr. Biberon. Et troisième soir, même pas de crise, biberon. Et depuis, ça fait peut-être 1 mois. Puis là, il y a des warnings de, tu sais, c'est l'âge où t'arrêtes le biberon. Puis là, nous autres, on commence le biberon. C'est ça. Mais là, moi, en tout cas, j'ai l'impression que on a comme remplacé quelque chose qui était plus un besoin affectif de, tu sais, de réflexe, de je sais pas quoi. Mais c'est quoi le piège là-dedans, mettons qu'on a mini-consultation là, pendant un instant? Ouais. Il y en a un c'est piège. le piège de la parentalité, en fait. Parce que il y a toujours un besoin derrière presque chaque action d'un enfant. Tu as besoin de répondre à un besoin, que ce soit, oui, affectif, que ce soit physique, que ce soit, par exemple, physiologique. Il y a toujours un besoin derrière. Fait que, oui, le fait qu'il se réveille, par exemple, puis qu'il veut aller au sein, mais qu'il n'y a pas de lait, clairement, c'est probablement pas un besoin nutritionnel. On va le dire. C'est un besoin, tu sais, de réconfort, de proximité, de chaleur. Puis ça m'amène à dire que l'allaitement, c'est pas juste du lait. Souvent, les gens ils vont réduire l'allaitement à sa fonction nutritionnelle. Est-ce qu'il prend du poids? Est-ce qu'il va au sein assez souvent? Combien de fois par jour? Combien d'heures? Nanan. Mais l'allaitement, ça va au-delà de ça. C'est la connexion, c'est la proximité, c'est la confiance que tu vas accorder, que l'enfant il va développer avec son parent. Il va développer sa confiance en lui, mais aussi en toi, en tant que maman, tu vas développer ta confiance parentale. Tu disais au départ, la seule chose que je pouvais faire, c'était de fournir du lait parce que c'est ce que mon corps faisait. Donc, toi aussi, en tant que mère, tu t'es sentie importante d'en pouvoir fournir quelque chose à mon enfant à travers l'allaitement, qui était de l'allaitement, du tire-allaitement à ce moment-là. Donc, derrière ce besoin-là de se réveiller la nuit, il y avait le besoin d'être réconforté et d'avoir quelqu'un avec lui. On va transposer ce besoin-là sur autre chose. On va le remplacer par une suce, on va le remplacer par un biberon, on va le remplacer par un toutou, par une doudou, par une chanson, par aller se bercer, peu importe, mais on va le remplacer par quelque chose. Ouais. Et là, ben oui, on l'a remplacé par un biberon. C'est-tu grave? C'est-tu dangereux? L'autre histoire de la parentalité, c'est tu choisis quand est-ce que tu fais ta bataille puis quand est-ce que ça va être la guerre. Fait que là, tu as choisi que t'étais à la guerre, l'allaitement de nuit, j'étais plus capable, ça va faire, j'en suis plus capable, j'ai mal, ça me tente plus, j'ai plus de plaisir à le faire, c'est maintenant que ça s'arrête. Et ta bataille n'a pas duré une journée, elle a duré comme 3 jours, puis tu l'as gagné au bout du compte, ça s'est terminé. Là, on a remplacé par le biberon. Est-ce qu'il y en a besoin physiologiquement? Peut-être pas, mais si tu lui donnes le biberon, que ça le réconforte, qu'il est bien, qu'il est dans tes bras, que vous avez ce moment-là ensemble quand même, qu'il est en proximité, ça va combler quelque chose. Ouais. Pourquoi on dit à 2 ans sevrer le biberon? C'est juste parce qu'à cet âge-là, par exemple, on pourrait passer à un autre contenant. On pourrait passer, par exemple, à un verre à bec, à un verre à paille, à un verre 360, à un verre normal. On peut utiliser autre chose que le biberon. On veut essayer de le garder moins longtemps pour le développement de la bouche, pour le développement du palais, parce que on veut passer à autre chose. Mais s'il y en a 2 par jour, c'est pas ça qui va changer tant de choses non plus. C'est la nuit. Il y a besoin de ça la nuit. Oui, mais c'est sûr que le danger le plus grand, je te dirais, c'est s'il reste beaucoup de lait dans sa bouche, puis qu'il commence à avoir des dents, puis que là, la nuit, par exemple, il garde du lait dans sa bouche, ben là, s'il n'a pas brossé ses dents, s'il y a plus de sucre, tu sais, les caries la nuit, c'est un peu ça aussi la raison pour laquelle la nuit, on veut essayer d'arrêter. Mais est-ce que présentement, tu serais capable de vivre une autre guerre tout de suite? Oui. Mais est-ce qu'il y a une guerre d'arrêter tout signe de tétage, là c'était sein, biberon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument vivre éventuellement ou il va comme... C'est ça le besoin de téter, il est vraiment fort. Là. C'est quelque chose qui reste vraiment longtemps. T'sais, la phase orale, là, les enfants à 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils mettent encore plein d'affaires dans leur bouche. La preuve, rentre dans une classe de maternelle, regarde le nombre d'enfants qui ont des chewing toys, par exemple des colliers qui peuvent mordre puis qui peuvent gosser dans leur bouche, des trucs sur les crayons qu'ils peuvent mettre dans leur bouche. Mettre des choses dans sa bouche puis téter pour l'enfant, c'est vraiment inné puis c'est vraiment quelque chose qui est un besoin qu'ils vont répondre.
au-delà de tout ça, ça va aussi quand même être une autorégulation pour eux. Ça leur fait du bien, ça les apaise, ça les calme, ça stimule le système nerveux. C'est une façon de s'apaiser puis de se calmer. Est-ce qu'on est capable de le traduire puis de le changer vers quelque chose d'autre? Ben c'est ça. Est-ce qu'il serait plus heureux si on le sevrait même de ça, que la nuit, il n'y a plus besoin de ça? Serait plus heureux, je pense pas. Là. C'est un besoin. À moins que tu penses qu'il est malheureux présentement. Mais... non. Cette nuit, en plein milieu de la nuit, il s'est réveillé, puis j'ai voulu lui donner son biberon, ce que je fais depuis, mettons... Il voulait pas le biberon, il voulait le sein. Puis ça, c'était pas arrivé depuis. Puis j'ai dit non. Puis il a quand même pas voulu son biberon, il s'est juste rendormi. Fait que, tu sais, moi, il y a déjà ça que j'ai l'impression qu'il se fait, là, tranquillement, le besoin réel n'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est dormir vraiment collé. Ben là, ça, c'est mon grand rêve. Là. On dort encore plus collé parce qu'il n'y a plus sa tête dans mes seins, il y a sa tête dans ma face. C'est encore mieux. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'il va vouloir faire ça jusqu'à 12? Oui. Mais à quel point? Non, à un moment donné, à 12 ans, moi, te dire, ça leur tentera plus tant de dormir collé. Non, c'est sûr. Mais je me dis... C'est une amie, en fait, Joanie, avec qui j'ai un autre podcast, qui m'a dit qu'elle, ce qu'elle a fait tranquillement, c'est diluer son lait jusqu'à juste donner de l'eau. Puis là, je te dirais que c'est pas mal ça en ce moment. Là. Il y a 3 quarts d'eau. 3 quarts d'eau avec un petit quart de lait en ce moment. Il reste moins de sucre, moins de danger dedans, j'imagine. Genre... Ben, tu sais, le lait humain en soi n'est pas cariogène. C'est pas le lait humain qui va causer la carie, c'est le mélange avec, par exemple, tout ce qu'il y a eu dans la journée, dans la nourriture qu'il a mangée, est-ce que les dents ont été brossées. C'est vraiment, ça prend un amalgame de choses pour créer la carie dentaire, là, fait que c'est pas juste le lait. Mais oui, éventuellement, tu pourrais lui demander aussi, tu sais, est-ce qu'il veut juste de l'eau, est-ce qu'il veut juste du lait, est-ce qu'il veut juste se coller, est-ce que tu veux transposer tranquillement cette habitude-là de biberon vers autre chose? Il parle pas beaucoup, là. On n'est pas dans des grandes communications. Ça va commencer, puis des fois, il n'y a pas besoin d'avoir un grand dialogue pour qu'ils comprennent quand même qu'est-ce que tu veux dire. Et des fois, s'il te le manifeste, il veut pas son biberon, il veut juste être collé, il veut juste être collé. Ça répond à son besoin quand même. Exact. Je veux pas. Tout à l'heure, j'ai dit coller, là, j'ai l'air du gars qui veut qu'il décolle. Au contraire, c'est juste, moi, j'ai vécu, j'ai été collé, j'ai dormi avec ma mère longtemps, je voulais juste être collé. Là. Fait que j'ai mis ça vraiment tard, là. J'ai vécu ça très tard. Fait que je disais ça dans ce sens-là, pas dans le sens j'ai hâte qu'il décolle, on n'a plus de vie. Là. Tu sais comment moi je suis. Dans ma tête, c'est un grand lit, tout le monde, je vois ça naturellement comme ça. Je dis pas que c'est meilleur que d'autres formules, mais je voulais juste fermer la parenthèse. Mais tu sais, l'humain, il est fait pour être avec d'autres humains. Là. Ben oui, moi La preuve, les parents, là, quand par exemple ton chum n'est pas là ou ta blonde n'est pas là, souvent tu dors moins bien. Tu sais, quand t'es tout seul, ben ça dépend. Bon, c'est l'habitude. Des fois, oui, là. Des fois, on dort mieux, on a plus de place. Mais généralement, tu sais, on est fait pour dormir ensemble. Puis moi, je comprends ça fois 1000. Là. J'ai eu, je veux dire, une bassinette dans ma chambre en sidecar pendant comme 10 ans. Là. Quand je l'ai défaite, j'étais entre la joie et l'euphorie de ne plus l'avoir là et de pouvoir débarquer de mon bord de lit et la tristesse intense de, littéralement, sur mon mur, j'avais la trace de la bassinette qui avait été là comme pendant 10 ans parce que, genre, la peinture avait changé de couleur quasiment avec le soleil puis tout. Tu sais, je voyais l'espèce de c'est fou comment forme, le débarquer de son bord, c'est le fun, mais pas tant que ça. On néglige ça, à quel point c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Juste se lever comme puis de sortir de son bord de lit. La première fois, j'étais comme, oh my God! Je suis pas obligée comme de me reculer pour débarquer au bout. Tu sais, moi, je suis très optimisation des pièces. Puis obsessif, là, genre le lit, il faut qu'il soit collé. Fait qu'il y a quelqu'un, même avant d'avoir des enfants, là, comme ma blonde va être du bord qu'elle peut débarquer, mais moi, j'ai toujours vécu du bord du mur. Fait que il y a comme un genre de mouvement super physique quand tu veux aller pisser dans le lit. Tu sais de quoi je parle. Mon gars, il est de même. Il est tellement fatiguant. Là, il dort sur le bord de son lit, sur le bord du mur, mais quand il se tourne, c'est comme pow! Des fois, Nathan vient de se tourner. On l'entend, tu sais. Oui, il se cogne dans le mur à chaque fois. Mais le mur, il est comme frais aussi. Oui, c'est ça. T'es comme bien dans le crack entre le matelas et le mur. Oui. Je suis très lit collé. Oui, c'est ça. T'as allaité combien de temps tes 4 enfants, mettons? Est-ce que t'es en tout, là? Oui. Consécutivement, mettons, là, j'ai pas calculé. Là, je l'ai déjà fait un moment donné, mais là, je m'en rappelle pas. J'ai dépassé 2 ans avec tous mes enfants. OK. Les 2 premiers, je les ai allaités en tandem. J'ai pas fait de tandem après avec les autres. Il y a un petit peu plus d'écart entre 2 puis 3 puis 3 puis 4 qu'entre les 2 premiers. Et j'ai vécu un peu ça, ce que tu as vécu avec mon 3e. Donc, j'étais enceinte de
ma 4e. Mon 3e, je l'allaitais encore, mais je commençais à vraiment être tannée d'allaiter la nuit. Je commençais à être pas bien avec la bédaine. Puis tu sais, moi, la bédaine, là, c'était comme... C'était une bédaine, là. Elle était vraiment grosse, fait que j'étais pas confortable. Puis il y a un aspect qu'on aborde très peu, mais hormonalement parlant, là, des fois, tu peux vivre plein d'émotions négatives pendant l'allaitement, pendant la grossesse. Donc, il y en a qui vont dire, moi, je veux vraiment allaiter tout le long de ma grossesse, je veux faire un tandem, j'ai le goût. Puis là, à partir du moment où les hormones de grossesse embarquent, chaque fois que tu allaites, t'es comme, j'ai ça, j'ai donc hâte qu'il ait fini, je me sens pas bien, je veux pas, ça me fait mal, ça me gosse, je trouve ça fatigant. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour ça. Parce que c'est des émotions que tu as le droit de vivre, mais souvent, c'est vraiment relié aux hormones de grossesse. Fait que tu veux allaiter, mais en même temps, à chaque fois que tu le fais, tu as comme une espèce de rage intérieure de t'aimes pas ça, t'es pas bien, ou ça te fait mal, ou t'es pas confortable. Puis j'ai un peu vécu ça vers le milieu de ma grossesse avec mon 3e, où est-ce que j'avais comme plus de plaisir à allaiter tant. Je trouvais ça plus agressant. Puis c'était la première fois que je vivais ça, puis je me sentais tellement mal parce que, je veux dire, je voulais pas y enlever ça, je voulais pas couper l'allaitement à cause que moi, j'étais pas bien ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, justement, là, il se réveillait souvent la nuit. Je commençais à être un peu fatiguée. Je savais que, tu sais, l'autre grossesse, elle arrivait, là, j'étais rendue, mettons, autour de 30 quelques semaines. Et là, j'ai fait, OK, là, c'est assez. Là, je suis plus capable, là. Puis j'ai décidé que c'était ce soir-là, là, c'est fini. À partir de maintenant, c'est terminé. Il y avait 2 ans et demi. On a écouté comme Passe-Partout, là, pendant des heures la nuit parce que, tu sais, c'est ça. Je pouvais pas l'allaiter à cet endroit-là parce que c'était dans sa tête, tu sais, cet endroit-là, on allaite et tout. Fait que là, je l'ai emmené dans le salon. J'ai fait, mais non, c'est le lait... Pas aujourd'hui. Maman, elle a décidé que c'est terminé, ça fait bobo. Tu sais, j'essayais d'y expliquer un peu ou d'être constant, clair. Tu sais, faut pas lâcher. Si t'as décidé que c'est ça, t'as décidé que c'est ça, puis ça va être difficile. Fait que là, il voulait pas dormir. Fait que je m'assoyais avec lui sur le sofa avec une doudou, puis on écoutait Passe-Partout. Puis j'étais comme, tu sais, de minuit à 3 heures du matin. Puis après ça, il se rendormait pour une petite heure, il se réveillait, puis il fallait recommencer. Fait que la première nuit a été longue, a été difficile. La 2e nuit, déjà un peu mieux. T'sais, il a compris que finalement, je suis pas sûre qu'elle va changer d'idée. Elle a l'air d'être pas mal stickée sur ses trucs. Puis la 3e nuit, 1 ou 2 réveils. Puis après super rapide. Généralement, ils vont comprendre. Quand tu es constant puis que tu es clair dans ce que tu dis, ils comprennent qu'ils ont beau essayer le nombre de fois qu'ils veulent, ça ne changera pas. Fait à cet âge-là, ils ont une certaine compréhension, même s'ils sont pas capables de tout exprimer. Et après, ben là, oui, il y a des petites rechutes. Il y a des petits moments où est-ce qu'ils vont se réessayer, où est-ce que finalement, ça marchera pas. D'autres où est-ce qu'ils te le demanderont pas pendant plusieurs jours. Et potentiellement, qu'à l'arrivée de l'autre bébé, là, ils vont faire « Oh, ce bébé-là a du lait, moi, je peux en avoir. » Ils vont peut-être s'essayer, ils vont peut-être vouloir, ils vont peut-être pas vouloir. Fait que rendu là, c'est du essai-erreur, c'est un choix personnel. Puis j'ai pas fait de tandem avec ces 2 bébés-là parce que j'avais sevré un peu avant l'arrivée. Mais overall, ils ont tous fait plus que 2 ans. Puis j'ai arrêté entre ces 2-là quelques semaines. Après ça, j'ai recommencé avec ma 4e. Puis j'ai allaité, elle, jusqu'à 2 ans et quelques. Fait que potentiellement, j'ai allaité pendant presque 12 ans back-to-back sans arrêt. Tu sais, de ma première où j'ai allaité jusqu'à mon 2e, que j'ai allaité jusqu'à 2 ans et demi, jusqu'à mon 3e, que j'ai allaité jusqu'à 2 ans et demi. Arrêté un peu, puis ma 4e que j'ai allaité jusqu'à passer 2 ans. T'as recommencé ta vie sans allaitement. Hey, pour vrai, c'était un peu comme la bassinette. Genre l'euphorie de enfin je peux m'habiller comme je veux. Puis là, oh my God, là c'est fini pour de vrai. Là. Tu débarques parce qu'après 4, là, je savais que c'était la dernière puis c'était fini. Bah oui. Puis là, j'ai comme je revivrai jamais ça. Est-ce que tu te souviens de derniers moments d'allaitement que... Pas vraiment. Non? Tu sais, je l'ai pas... Je pense que si ça avait été, mettons, mon 2e, probablement que je l'aurais gravé dans ma mémoire un peu plus parce que c'est quelque chose que j'aurais fait sur une moins longue période de temps, peut-être, je le sais pas. Mais tu sais, ma 4e, quand j'ai arrêté d'allaiter, c'est ça, il y avait comme un côté de moi qui était, je suis vraiment triste, c'est la dernière fois que je vis ça, mais en même temps, je l'ai fait pendant tellement longtemps, j'ai assez donné que là, je suis quand même contente de reprendre un peu le contrôle, tu sais. Fait que il y a les 2 émotions tout le temps... un peu bipolaire. Là, fait qu'on n'a pas un souvenir du dernier moment. Non, j'ai pas. Non, parce que overall, c'est juste l'expérience en soi. Ça, puis c'est ça que, en posant la question, je me suis dit, c'est tellement quelque chose qui... C'est l'accumulation de tous les beaux moments qui... Oui, c'est ça. C'est pas le... Ouais. Là, c'est une question... Évidemment, je vais pas te poser la question directement à toi, là, mais mettons ce que tu observes. Parce que là, c'est sûr que moi, je m'imagine avoir 4 enfants, là. Le moment où il y a le up et le down et le up et le down de l'allaitement, mais de la libido au travers de ça.
On peut s'en parler des femmes, la libido et le lien avec l'allaitement? Ben c'est sûr qu'il y a un lien. Ouais. Il y a un lien entre les deux, puis ça serait un peu fou d'en faire fi, là. Mais il n'y a pas que l'allaitement, c'est une question hormonale. Mm-hmm. Fait, oui, c'est sûr que l'allaitement va faire en sorte, par exemple, qu'au niveau hormonal, on a un petit peu moins de libido parce qu'il y a d'autres hormones qui prennent plus de place, tu sais. Ouais. Sauf que il y a aussi le fait d'être en constant contact physique avec quelqu'un. Par exemple, quand tu t'occupes d'un nouveau-né, on va se le dire, tu as comme tout le temps quelqu'un sur toi. Là. Ton nouveau-né, tu l'as tout le temps dans les bras, tu l'as toujours avec toi. Fait que ton niveau d'ocytocine est tout le temps plein. T'sais, ton niveau d'hormone de l'amour, là, il est vraiment, vraiment rempli. T'en as jusque-là, t'es pleine. Bon, il y a aussi toute la fatigue puis les difficultés, mais mettons qu'une fois ça s'est passé, les beaux moments, ils prennent plus de place, t'es toujours rempli de ça, versus l'autre personne qui partage ta vie. Puis tu sais, là, on va dire, mettons, le conjoint, mais ça peut être la conjointe, ça peut être, peu importe les modes de famille. Là. L'autre qui n'est pas collé tout le temps. L'autre n'est pas toujours. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'autre, là, sa libido, elle reste quand même plus élevée. Puis en partant, si l'autre, c'est un sexe masculin, il y en a plus de base. Mais en plus, lui, il n'est pas toujours en communion avec un autre être humain. Puis son besoin, lui, n'a pas changé. Versus le tien, qui est quand même rempli un peu de l'autre côté par un autre humain qui n'est pas lui. Ça aussi, ça fait un gros clash. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Parce que c'est quand même scientifiquement prouvé que plus l'autre personne va s'occuper de son bébé, ben plus lui aussi, son niveau d'ocytocine va monter, puis même ça peut faire diminuer aussi la libido. Parce que, justement, il va aller remplir ce besoin affectif-là avec un autre humain, lui aussi. Fait que, mesdames qui ont moins de libido, puis les messieurs qui s'occupent moins de papa, donnez-leur le bébé. Fait que, donnez-leur le bébé, ça va leur faire du bien de s'en occuper. Le tenir le plus possible, le coller le plus possible pour réguler les libidos. Plus l'autre personne va, réguler. On va se le dire, ça sera jamais égal. Rebalancer. Là. Non, c'est ça peut aider. Plus l'autre personne va s'en occuper, en fait, plus le lien d'attachement va se développer, premièrement, plus il va se sentir utile, plus il va avoir confiance en ses capacités parentales, plus il va se sentir bien, plus, oui, il va être rempli, lui aussi, de cytocine, puis de ce côté-là, tu sais, d'être avec un autre humain, puis de contact et tout. Et plus ça va être facile de se comprendre aussi. Fait qu'il y a tellement la mère, autre pendant chose. ce temps-là, elle a un break de se sentir overstimulée. C'est sûr que si tu ajoutes le cododo et l'allaitement de cododo, tu viens doubler la donne. Mais c'est parce que quand tu finis par réussir à le déposer, là, puis à faire un transfert efficace, puis qu'il dort, puis là, t'es comme « Oh my God, ça fait du bien ». Puis là, t'as l'autre qui vient, puis là, t'es comme « Ah, sérieux, là, je viens de m'en débarrasser, tu sais, s'il te plaît, donne-moi un break, là. » Mais quand tu dors toute la nuit collé sur l'enfant. L'autre qui partage ta vie et qui est là. Mais non, un esti squat, là, il n'y a rien à faire là, pendant ce moment-là. Je le comprends, ce concept-là. Mais, fait que, mettons, t'as vu un réel lien entre les deux, là. Que, mettons, une femme arrête l'allaitement, puis soudainement, sa libido, elle pique. Ben, tu sais, c'est là où je te dis, oui, il y a un impact hormonal de l'allaitement sur la libido, mais il y a aussi tout le reste de la gestion des enfants, là. Parce que, oui, même si la mère a décidé d'arrêter d'allaiter, peu importe quel âge a le bébé, ça reste que tu as un enfant à gérer. Ça reste que ça se peut qu'il fasse pas ses nuits. Ça reste que tu te lèves la nuit pareil, que tu as des couches à changer, du lavage à faire, puis que tu es quand même un peu overwhelmed et fatigué. Ça a quand même aussi un impact sur ton désir d'être avec l'autre. Et vice-versa, plus l'autre va aussi, lui, être, par exemple, hyper occupé ou hyper fatigué ou qui va avoir beaucoup plus d'impact dans la vie de l'enfant, qui va être très présent, qui va être toujours là, ben lui aussi, ça se peut que ça diminue un petit peu parce qu'il va être plus fatigué, parce qu'il va être plus épuisé, parce qu'il va avoir besoin d'un break. Fait que le partage des tâches rentre en ligne de compte. Les hormones de l'allaitement rentrent en ligne de compte. Les hormones de grossesse, juste le fait d'avoir accouché, là, c'est pas « je suis pas enceinte, je suis enceinte, j'accouche et je reviens à ce que j'étais avant ». Il y a quand même un processus des hormones qui prend du temps, le retour à quasi une vie prénatale, ça prend du temps, c'est long, là. C'est pas justement ça, 2 ans avant que ton corps redevienne ce qui était un peu... Ben, je pense que ça revient jamais à 100% comme avant. Non, ça. Physiquement, ça revient jamais à 100% comme avant. C'est peut-être pas le bon choix de mots, mais que, mettons, tu peux revenir à un état sans se remettre comme avant, mais se remettre d'une grossesse. Là. Mais mettons, physiquement, là, au niveau de la quantité de sang, puis les hormones, puis tout, selon si t'allaites ou pas, faut donner un minimum, juste pour que tes organes reviennent à leur place puis que ta circulation sanguine se replace. Faut donner un minimum de 3-4 mois. Là. C'est ce qu'on appelle le fameux 4e trimestre, là, où les besoins du bébé sont les mêmes qu'in utero, puis c'est aussi fait pour que la mère puisse se reposer puis reprendre un peu le contrôle de son corps, que tout se remette à la bonne place,
à peu près. C'est au moins un bon 3-4 mois, mais oui, il y a comme des chiffres qui disent 2 ans avant de retrouver ce qui pourrait s'apparenter à un prénatal au niveau de ta récupération, de ton sommeil, de ton épuisement. Ouais, ça peut être à peu près long. Puis c'est pas pour rien qu'ils disent que le taux de divorce dans les 2 premières années de vie d'un enfant, c'est le plus grand. Ah ouais? C'est vraiment dans les 2 premières années de vie le plus grand parce que c'est là où c'est tellement exigeant puis que tu perds un peu tes repères, tu perds un peu à 2, t'es fatigué, t'es épuisé, tu te donnes la touch, c'est plus difficile. Puis une fois dépassé ça, ben il y a des chances que ça s'améliore ou il y a des chances qu'il soit trop tard. Fait que statistiquement parlant, là, le taux de divorce dans les 2 premières années est très élevé. Ça fait du sens. Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais quelqu'un disait que il fallait que tu vives les 3... Mettons, si tu penses laisser ton ou ta conjoint, il faut que tu attendes que ton enfant ait 3 ans. Après, tu peux prendre une décision éclairée, mais avant les 3 ans, c'est pas une décision éclairée. J'avais vu ça quelque part. Genre hormonalement même. Oui, c'est pas éclairé. Attends 3 ans, tu verras après. C'est un bon call. J'ai dû croire. OK. Fait qu'il nous reste encore un 3 ans. Non, je parle pas de nous. Oui, mais attends, ça recommence à chaque enfant, par exemple. Fait que là, t'es un peu dans le cac parce que tu recommences ton A0. Là. C'est ça. Fait, dès que j'accouche, on peut calculer 3 ans à partir de là. Oui, le plus long, le mieux. OK. Encore là, tu sais, c'est sûr que si l'autre, il est pas là pantoute, là, puis il est jamais là, puis il fait rien, non, c'est ça. Ça changera peut-être pas dans 3 ans, là. Ça va peut-être être... Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr que là, je parle dans le sens que dans notre cas, c'est un papa qui est très présent, puis pas juste comme il fait le minimum un papa devrait faire, puis que je l'applaudis pour ça. Là. Il est vraiment très présent et un bon papa pour vrai de vrai et plus. Là. Mais la communication, ça reste la base. Oui. Parce que les attentes de un versus les attentes de l'autre, des fois, ils sont pas sur la même longueur d'onde ou on n'est pas nécessairement toujours avec les mêmes idées. T'sais, toi, tu fais ça, puis pour toi, c'est important, mais l'autre est comme, mais oui, on est en train de perdre son temps à faire ça, ça fait pas de sens, on s'en fout, on va faire autre chose, mais là, ça, pour moi, c'est vraiment important, puis c'est pas fait. Fait que c'est juste... La communication, c'est la base. Là. Déjà, à 2, c'est important. Puis quand tu ajoutes des petites personnes là-dedans, c'est doublement important parce que sinon, c'est rapide de se perdre. Là. Oui, on gère pas une maison. Si les 2 la gèrent, on la gère pas de la même façon. Non, nécessairement. Vraiment pas. Puis ce qui est important pour un n'est pas nécessairement important pour l'autre. Non, c'est ça. Là. Exact. On peut rentrer dans les détails. J'adore. Non, c'est ça. On a une petite liste de croyances et préjugés en lien avec l'allaitement à démystifier. Vas-y. Fait que là, je les ai pas toutes lues, là, je sais. Mais en tout cas, l'allaitement agit à titre de contraceptif s'il est fait de façon régulière. Oui, puis non. Ouais. Puis moi, je vais être vraiment là. Je vais vous dire, moi, je suis la reine de la zone grise. On adore. Quand je rencontre des parents, ils me disent toujours des trucs comme ça ou des choses. On m'a dit que, OK, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Dans le cas des affirmations comme ça, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Mm-hmm. Dans le sens où la fameuse méthode MAMA, là, je sais pas si tu as déjà lu ça à quelque part ou s'il y a des gens qui connaissent ça, mais la méthode MAMA qui dit si tu allaites exclusivement un enfant de 6 mois et moins, que tu n'as pas eu de retour de règles ni de saignement passé 60 jours postpartum, tu es quand même considéré protégé à 98%. Oh shit, quand même. C'est plus que je pensais. C'est quasiment autant que la pilule contraceptive. Ben oui, c'est ça. Il me semble dans ce setup-là, moi, c'est ça que j'avais comme idée. Ouais. Fait qu'un enfant de moins de 6 mois, pas de retour de règles, un allaitement exclusif, et on devrait pas dépasser une fois une période de 5 heures sans allaiter. Oh shit. C'est un setup, là. Parce qu'une nuit de bébé, c'est 5 heures. Si on dit mon bébé a fait un 5 heures d'affilée, que ce soit le jour, la nuit, peu importe, de quelle heure à quelle heure, c'est considéré une nuit de bébé. Ah ouais. Et à partir de quand ton bébé fait ses nuits, pas les tiennes, on peut avoir un retour d'ovulation, puis on peut avoir un retour de règles, et donc on est plus à risque de tomber enceinte. Mais si on respecte toutes les règles de la méthode MAMA, en théorie, à 6 mois et moins, on est protégé à 98%. C'est ça, mais c'est beaucoup d'affaires qu'il faut qu'ils soient alignées, là. Oui, il faut faire attention. Il faut être sûr de connaître les règles puis de rester là-dedans. Ben c'est ça que je voulais dire tantôt que j'avais oublié, mais il nous est arrivé à peu près la même affaire. J'ai pas été me faire piquer. T'as pas été en acupuncture. Merci beaucoup. Je te dis, mon cerveau, ça sert à rien. Je te laisse de faire piquer. J'ai pas eu d'acupuncture. Merci. Mais c'est vraiment arrivé. J'ai eu une règle.
mettons, puis la fois d'après, j'étais enceinte, là, genre. Fait que c'est... Mais souvent, on est plus fertile après une grossesse. Ah oui? Ah, Parce que il y a des gens, par exemple... Non, c'est pas un mythe. Non, j'ai jamais entendu ça. Mais pour c'est vrai? intéressant. C'est à voir. Je pensais qu'on avait un autre mythe en même temps. Oui. Puis en plus, les premières semaines, même post-natales, là, après l'accouchement, on est quand même assez fertile. Il faut faire attention. Tu sais, les mamans qui allaitent pas et tout, il y en a qui pourraient... Tu sais, moi, j'ai déjà vu des bébés à 11 mois d'écart, là, puis je suis comme, oh my God. Pour vrai, chapeau là, à ceux qui vivent ça, parce que ça doit vraiment La nature, pas être évident, c'est ça qu'elle veut, hein? Ben, ça a l'air que non. Ah, non? Ben, en fait, la nature voudrait que la mère allaite, et si la mère allaite, la prolactine, qui produit le lait, est un inhibiteur de l'ovulation. Fait que la nature veut pas nécessairement des grossesses rapprochées. Non, c'est ça. Parce que si on allaite et qu'on respecte toute la méthode maman, on est naturellement en contraception. Donc, la nature veut quoi dans le plus fertile après? La nature veut... Ben, en fait, pourquoi on est plus fertile, c'est que le corps sait qu'il l'a déjà fait. OK, ça fait qu'il est comme... On a déjà vécu le rush hormonal, on a déjà vécu la grossesse, l'utérus sait comment ça fonctionne, le corps l'a déjà fait. Il sera entraîné. Bon, on peut dire ça comme ça. Et il y a souvent des histoires de on a fait notre premier, par exemple, ça a été de la fécondation in vitro, où on a dû utiliser des hormones, puis oups, le deuxième est arrivé naturellement. C'est vrai. Ça arrive quand même assez souvent. Où on a arrêté d'essayer, ça marchait pas. Puis là, tout d'un coup, oups, ça a marché après. Puis pourtant, le premier, ça a été tellement difficile. Puis le deuxième a été plus facile. Il y a quelque chose aussi, tu sais, que... ouais, c'est vrai. Ça fait du sens. Attends, c'était quoi? Fait que la question, c'était... La question était, est-ce que oui, 98, toi, t'as donné le gros setup. Là, 6 mois en bas de 6 mois. Là, fait que c'est pas... C'est oui et non. C'est très gris. Mais hey, tu sais, je veux dire... Sans encore zone grise là, mais ça a vraiment été ça pendant 2 ans. On faisait zéro attention, je suis tombée dans mes règles, puis là, on faisait la même affaire que d'habitude, puis je en même tombée temps, faire enceinte. attention, oui, parce que c'est vraiment un allaitement exclusif. Fait qu'à partir du moment où il y a l'intro des solides, où il y a autre chose que du lait maternel qui est introduit, fait qu'on va donner par exemple un biberon de préparation commerciale, où on va donner de l'eau, on va extensionner, on va avoir des 6, 7, 8 heures sans allaiter ou sans tirer son lait. Ah là, on n'est plus dans la méthode là. Non, c'est ça. Fait que là, oups, on met flip de coin, puis on verra si ça marche ou pas. Ouais, c'est ça. C'était jouer avec le feu, puis on le savait. Ouais, quand je dis que c'est notre bébé, c'était une surprise. Ben, c'est une surprise, mais c'est comme... Fait que c'est gris, mais c'est très clair, en fait. Ouais. C'est pour dire. L'allaitement fait retarder le retour des règles après l'accouchement. Bon. Ouais. On en a parlé un peu. Ouais, c'est la prolactine qui fait que ça peut être plus long. Mais encore, tu sais, il y a des femmes qui vont allaiter exclusivement aux 2 heures vraiment steady, qui n'ont pas de règles, qui sont en bas de 6 mois, puis après 2 mois, vont voir leur retour de règles. Ah ouais? Ça, c'est les pas chanceuses. C'est ceux qui, tu sais, physiologiquement, d'une femme à l'autre, ça varie vraiment beaucoup. Et il y en a d'autres, comme moi, par exemple, après ma dernière, même si je l'allaitais pas toute la journée, par exemple, là, j'allais au travail toute la journée, je tirais pas mon lait, je l'allaitais pas dans le jour, ben ça a pris 18 mois avant que mes règles reviennent. Wow. Naturellement. My girl. Fait que, tu sais, t'en as... Ouais. Mais pour vrai, quand ça revient après, moi, ça fait comme 12 ans, là, j'ai eu peut-être 8 périodes de règles en 12 ans, tu sais, parce que grossesse, allaitement. Après, quand ça revient, c'est comme, ouais, j'étais bien quand j'en avais pas. Tu t'ennuyais pas? Ouais, c'est ça. Je m'ennuyais pas tant. Ben, tu sais, là, j'ai pas fait 12 ans, là, mais je suis déjà là, genre, je suis retombée dans ma semaine un petit peu avant de retomber enceinte, puis c'est comme, arc! Non, ça te tente pas. On va faire une grossesse à la place. Non, ben là, à un moment donné, non, on va arrêter. C'est ça. Alors, c'est plate d'être dans sa semaine, là. C'est vraiment fucking plate. Mais, tu sais, des serviettes, ça coûte moins cher qu'un enfant. Fait que... Non, c'est sûr. C'est sûr. OK. Certaines n'ont juste... Qu'est-ce qu'il y a? T'avais quelque chose. OK, merci. Certaines n'ont juste pas de lait et c'est impossible pour elles d'allaiter. Je m'excuse, mes yeux, ils ont comme décidé que les mots étaient tout mélangés. Ça existe-tu, ça? Oui. Est-ce que ça existe? Ça existe. C'est quand même assez rare au niveau physiologique. Fait que, par exemple, une mère qui ne peut pas du tout allaiter, là, on dit elle ne peut pas allaiter exclusivement, son corps ne produit pas assez de lait et ce n'est pas circonstanciel, c'est vraiment physiologique, genre 2 Ouais. Très, très, très peu de femmes qui n'ont pas la capacité physiologique à produire du lait. Par contre, ça existe. Ce qu'on appelle l'hypoplasie mammaire, c'est un manque de glande mammaire. Puis ça, souvent, ça va se développer pendant la puberté à l'adolescence. On va le voir d'avance. Souvent, ces femmes-là le savent qu'elles ont un manque de glande mammaire parce que leurs seins vont avoir une forme différente. Parce qu'elles vont avoir, par exemple, des seins... Souvent, ça va être une forme plus tubulaire. Fait que, tu sais, des seins qui vont vraiment pointer vers le bas, qui n'ont pas de galbe en dessous, qui sont vraiment plus espacés, qui sont vraiment très différents dans les tailles. On peut avoir vraiment un sein beaucoup plus gros que l'autre. Ces femmes-là, souvent...
elles le savent qu'il y a quelque chose au niveau de leur poitrine qui n'est pas habituel ou qui n'est pas dans la norme, mais elles ne savent pas toujours c'est quoi. Okay. Et là, dans un processus, par exemple, de grossesse ou d'allaitement, ils vont dire « Mais mon Dieu, j'ai l'impression que je ne produis pas de lait, j'ai pas eu de montée de lait, mes seins n'ont pas changé du tout de A à Z de la grossesse. » Puis ça, j'aime ça, moi, quand je rencontre des parents. Là, je fais de la consultation en privé avec des familles. Puis là, des fois, je dis à la maman, tu sais, est-ce que tu as l'impression que tes seins ont changé pendant la grossesse? As-tu changé de soutien-gorge? Puis là, elle est là, non. Puis j'ai le papa à côté qui est comme... Lui, il l'a vu, tu sais, il a vu le changement. Elle n'a pas changé de grosseur de brassière, mais lui, il a vu qu'elle était remplie bien différemment, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, fait que si lui, il l'a vu, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Puis elle n'a pas l'impression qu'elle l'a senti, mais il y a eu... Fait que c'est un signe qu'il y a probablement quelque part des glandes qui se sont développées. Est-ce qu'il y en a assez? Là, on le sait pas. Dans certains cas, ça va être des femmes qu'on va rencontrer, ils ont eu, par exemple, une augmentation mammaire. Puis là, moi, quand je rencontre des parents puis que je le sais que la mère, elle a eu des implants, je lui demande de façon très polie et je lui dis... Ma question va peut-être être un petit peu touchée pour toi, mais ton augmentation, est-ce que c'était purement physiologique, tu voulais des plus gros seins, ou est-ce que c'est parce que la forme de tes seins te dérangeait? Parce que là, ça change la donne. Ça change la donne sur sa capacité à allaiter ou pas. Si tu avais un B qui était bien galbé, mais que toi, tu voulais un D, c'est correct, ça t'appartient, il n'y a pas de problème. Mais si c'est parce que tu avais un D puis un B, puis que tu avais les seins qui tombaient par en bas, pas de galbe, puis que tu voyais, tu n'avais pas de craque de sein du tout, tu avais un gros espace entre les seins, ben ça se peut, oui, que ce soit un manque de glande mammaire puis que là, ça peut affecter grandement ta capacité à allaiter. Fait que ça peut arriver dans, tu sais, give or take 2% des cas. Le reste du temps, le manque de lait peut être présent, mais c'est souvent circonstanciel. Donc, ça va être, par exemple, une maman qui va mettre au sein juste 4-5 fois par jour, qui va pas tirer son lait. Un bébé qui est pas efficace, donc il va au sein, mais quand il tète, il stimule pas la montée de lait, ça fonctionne pas bien. C'est pas un manque de glande mammaire. Non, nécessairement. C'est ça. Ça peut être un manque de production de lait, mais qui va être causé par l'environnement, par comment la mise au sein va se faire, par à quelle fréquence la mise au sein va se faire, par l'efficacité de la mise au sein. Donc là, on va regarder, ben c'est quoi dans votre dyade, comment ça se passe? Combien de fois tu mets au sein? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ton bébé, quand il va au sein, il est efficace? Est-ce qu'il tire du lait? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher en profondeur puis de stimuler tes seins correctement pour avoir une production adéquate? Et là, des fois, on a des mamans qui disent « Ah ouais, ben là, tu sais, j'étais fatiguée, fait que j'ai dormi toute la nuit, j'ai pas allaité, j'ai pas tiré mon lait, mon chum, il donne un biberon 2-3 fois par jour, puis OK, mais pendant que ton chum, il donne le biberon, est-ce que tu tires ton lait? Est-ce que tu fais quelque chose ou tu laisses ta production aller? » Et là, elle va dire « Ouais, j'ai l'impression que je manque de lait. » Dans ce cas-là, ça se peut, oui, parce qu'on n'a pas maintenu la production de lait ou parce qu'on l'a pas entamé correctement. Ou ça peut aussi être dans le cas d'un bébé, par exemple, né prématuré. Donc, le bébé, il est prématuré, mais la production de lait de la maman aussi, dans le fond, le corps est peut-être pas nécessairement prêt à produire du lait tout de suite si on est à 32, 33, 34 semaines. Donc là, on va stimuler la montée de lait puis on va essayer de travailler très fort, mais ça veut pas dire qu'elle sera jamais capable d'allaiter. C'est juste que des fois, ça prend un petit peu plus de temps ou ça peut être, c'est ça, circonstanciel de naissance, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a été capable d'être avec bébé, est-ce qu'on a pu faire du pot à pot, est-ce qu'on l'a allaité rapidement ou pas. Fait que tout ça va rentrer en ligne de compte aussi, là. De mon souvenir, là, ça commence à être quand même loin, mais c'était à toutes les 2 heures pendant une demi-heure, genre. C'est exagéré de dire ça? De tirer ton lait, mettons? C'est pas exagéré, mais en général, quand on parle de tire-allaitement, mettons, là, quelqu'un qui va utiliser un tire-lait de façon plus assidue puis qui n'aura pas de mise au sein, on va dire à peu près minimum 8 fois par 24 heures, qui donne aux 3 heures. Puis ça, mais c'est parce que finalement, ça revient que c'est aux 2h30 parce que t'es... Pendant une demi-heure. Oui. Pendant une demi-heure. La demi-heure, là, ça va dépendre. Puis je te dirais que selon qui tu vas attraper dans le réseau, ça va changer. Il y en a qui vont dire 15 minutes, il y en a qui vont dire une demi-heure. Il y en a qui vont dire c'est minimum 15 minutes. Puis après ça, tu vas y aller selon est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'il y a encore du lait qui sort? Est-ce que tu as un réflexe d'éjection qui arrive un peu plus tard? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Parce qu'on veut pas non plus faire ça pendant 30 minutes, mais que les 15 dernières minutes, t'es pas bien, t'es pas confortable, ça te fait mal, puis il n'y a pas de lait qui sort. Ça sert à rien. Fait que rendu là, on va y aller à l'efficacité. On va y aller, oui, tu sais, 5 minutes, ça sera pas suffisant pour stimuler une montée de lait. Par contre, 15-20 minutes, ça peut être suffisant pour certaines personnes. Et encore là, il y a aussi une question hormonale là-dedans. Si tu le fais à reculons, puis que t'es comme « Ah, mais cette machine-là, j'ai ça, je me sens comme une vache, ça marche pas, nanana », t'as pas les bonnes hormones pour produire du lait. Ouais. Fait qu'il faut que tu le fasses aussi dans un état psychologique intéressant. T'sais, oui, il faut que tu aies la vibe. vibe. Regarde ton enfant.
Tu sais, à la Pendant limite, que tu oui. tires ton Tu sais, il y en a qui vont s'installer dans leur chambre ou dans le salon, puis ils vont mettre une petite musique douce, relaxante. Ils vont mettre une photo de bébé s'ils sont pas avec bébé. Tu sais, par exemple, les mamans qui doivent faire le back and forth à l'hôpital ou le bébé est hospitalisé ou peu importe. Ben, c'est sûr que si tu le fais dans un état d'esprit où est-ce que ça te tente pas, tu le fais à reculons, t'es pas motivé, ton bébé, tu sais, t'as de la misère à te mettre dans cette vibe-là d'amour inconditionnel, mais ça se peut que tes résultats soient pas super bons. Le vibe est full important. C'est psychologique, là. Parce que quand le stress embarque, là, l'ocytocine, elle a fait « OK, ciao, bye, tu me rappelleras plus tard ». Empêche tout ça. Je me souviens que c'était ça. Je me mettais à côté du lit du bébé puis je le regardais en allaitant. Puis là, les jets de lait sont full forts. Là, t'es comme... C'est fou. J'ai déjà eu une maman en consultation. Là, elle me disait « Je suis pas capable de tirer mon lait. Je pense que j'ai pas la bonne grandeur de coupole, blabla. Puis tu m'as aidé. » Je dis « Viens me voir au local. Moi, j'ai différentes grandeurs de coupole qu'on peut essayer. Puis on va le tester avec ton tire-lait, voir comment ça marche. » Puis là, je la vois s'installer. Puis là, elle regarde. Là, puis tu sais, je vois qu'elle est concentrée sur ses bouteilles. Puis de savoir, il va-tu avoir du lait. Puis là, je dis « Veux-tu, on va faire quelque chose? Regarde, on va se jaser un peu. » Puis j'ai mis une couverte par-dessus, là. On s'est juste jasé, puis j'ai demandé, tu sais, pourquoi elle tirait son lait, pourquoi c'était important pour elle, c'était quoi son objectif, est-ce qu'elle pense qu'elle peut faire ça à long terme, puis tout. Puis quand on a enlevé la couverte, elle avait tiré une quantité qu'elle avait jamais tirée avant. Mais je dis, tu vois, À décrocher de son c'était pas juste de parler. technique. Oui, arrête de le regarder. Ouais. Parce que là, elle misait tellement sur la quantité, mais plus t'es stressé, moins t'en fais. Moins t'en fais, plus t'es stressé. Fait que plus t'es stressé, moins t'en fais. Puis là, t'es comme dans une roue infernale. Fait que là, elle stickait tellement juste sur la quantité de lait qu'elle allait chercher qu'elle était pas capable d'en produire parce que son corps, il était comme bloqué, là. C'est fou. Fait que juste de penser à autre chose puis de pas regarder les résultats, là, tout d'un coup, ça a bien fonctionné, tu sais. Il existe-tu des compilations de bébés pour ceux qui peuvent pas être à côté de leur bébé? Ouais, fait pour ça. Ben, c'est écoute, peut-être pas que je sache, fait mais... pour ça, mais... Un déclencheur de lait. c'est Un ça. déclencheur de lait. Ça serait juste la comme YouTube. des bébés qui pleurent, là. Avec les sons tous. Je sais pas. Ah, ça, c'est fou. ChatGPT pourrait sûrement faire ça. Je me souviens du feeling au début, là, tu sais, tu marches dans un parc, t'entends un bébé pleurer, puis là, tes seins font... Exact. Genre, tu sens que ça... Ouais. Son et image pour allaitement, pour tirage de lait. Mais est-ce que tu penses que tirer son lait est essentiel? Mettons là, que ma fille arrive, là, j'ai encore envie de faire un allaitement exclusif, mais ça me tente pas de retirer mon lait comme j'ai dû faire avec, mettons, notre premier, que c'était vraiment, j'alternais les deux tout le temps les premières semaines. Est-ce que ça se peut de juste allaiter ton bébé puis ne pas tirer ton lait? Absolument. Ouais. Ouais. Attends, mais là, toi, tu tirais ton lait parce qu'il était hospitalisé. Oui, je sais, mais on a continué quand même un bout. À tirer? Même quand il était rendu à la maison, par habitude, là, j'étais comme, je vais continuer. Au cas où, je fais un genre, pour backup. pas nuire à la production, c'est ça le Ouais, je but? voulais être sûre de faire beaucoup. Il y a des de gens lait. qui n'auront jamais touché de leur vie à un tire-lait, là. C'est ça, C'est là. bien correct. Ça dépend. J'aimerais C'est quoi tes ça. objectifs? Tu sais, pour toi, est-ce que c'est une façon de te sécuriser, de savoir que tu as du lait dans le congèle? Parce qu'il y en a que c'est ça. Il y en a qui Ouais. veulent juste avoir un backup. Ils veulent juste avoir un plan B dans le frigo, puis pour eux, Oui. c'est vraiment important. Puis même quand tu veux le faire garder, là, une fois, tu sais. Tu sais, c'est ça. Il y en a, ça dépend vraiment de tes besoins, puis ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, quand je reçois des personnes qui m'appellent à Lactea et qui me disent « OK, je veux m'acheter un tire-lait, qu'est-ce que tu me conseilles? » Je leur demande « Est-ce que tu as accouché? » Non, parfait, on se reparlera, mais que tu as accouché. OK. OK, ouais. Mettons, je vais être, tu sais, je vais leur donner plus de détails et tout, mais j'aime pas vendre un tire-lait à quelqu'un si je sais pas de quoi elle va avoir besoin. Parce que quand tu l'achètes en prénatal, premièrement, tu risques de te faire avoir par le marketing puis d'acheter quelque chose que tu n'auras pas besoin. Est-ce que tu vas avoir besoin d'un tire-lait manuel simple juste pour tirer une fois de temps en temps l'excédent ou tu vas avoir besoin d'un double électrique parce que finalement, tu vas accoucher prématurément puis il va falloir que tu fasses des réserves? On sait pas. Est-ce que tu vas acheter un simple? Est-ce que tu vas acheter un double? Est-ce que tu vas acheter un manuel? Est-ce que tu vas acheter un électrique? Est-ce que tu vas acheter un portatif? Parce que là, ça, c'est la mode en ce moment, les tire-laits portatifs. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Dans quel contexte tu vas l'utiliser? Par exemple, dans le cas d'un retour au travail, la maman, elle retourne au travail, son bébé a 6 mois, elle veut tirer du lait, elle veut lui en donner, mais on va peut-être pas conseiller la même chose qu'une maman d'un bébé prématuré ou qu'une maman d'un bébé de 12 mois. Je comprends. Donc, avant d'accoucher, tu le sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir besoin, tu sais pas comment tu vas réellement l'utiliser. Puis ce que tu as planifié, ben c'est ça. Le fameux plan A, des fois, il marche pas. Puis c'est quand même facilement accessible aujourd'hui d'acheter un tire-lait. Fait que même si tu es à l'hôpital, tu viens d'accoucher, puis là, tu réalises que tu as besoin d'un tire-lait, ben les tire-laits de grade hospitalier, il y en a souvent dans les hôpitaux, il y en a dans les organismes en location. Si tu veux acheter un double électrique, je veux dire Amazon Prime, tu l'as le lendemain. Il y a quand même moyen de moyenner. Il y en a dans les pharmacies. Fait que je trouve que c'est important de donner l'information avant. Fait que la maman à l'appel, parfait, je vais te donner tous les avantages, les inconvénients de chaque type de tire-lait. Quelle marque, par exemple, tu pourrais regarder, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est quoi les budgets. Après,
tu veux en acheter un tout de suite, c'est correct, là. Je vais t'en vendre un si tu y tiens vraiment. Mais sinon, je pense que tu peux attendre aussi parce que peut-être que tu n'en auras jamais besoin. Ouais. Moi, j'ai jamais tiré mon lait à mes premiers, là. J'ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu besoin. Après, pour ma dernière, je voulais donner du lait à Emma Québec pour la banque de lait. Bon, elle est née le 20 mars 2020. Je peux vous rappeler, première semaine de confinement total de pandémie, là, genre le 14 mars 2020, où ce que les écoles ont fermé, tout a fermé, les restaurants, les services de garde. T'as accouché le 20? Moi, j'ai accouché le 20. Oh my God! C'est comme 6 jours après, là. C'est Ça fou. va être fou. C'était pas ce que j'avais Mais non, je comprends bien. prévu comme congé de maternité, mettons. C'était pas ça que je pensais. Finalement, j'avais les 4 à temps plein à la maison tout le temps. Tabarnak. Mais ça a fait en sorte que à ce moment-là, Emma Québec, pour donner du lait, il fallait que tu ailles accoucher puis refaire une prise de sang après. Puis j'ai jamais pu la faire, puis j'ai jamais pu donner mon lait, mais je m'étais équipée d'un tire-lait, fait que j'ai tiré du lait quand même, puis j'en ai gardé. Finalement, je l'ai jamais vraiment utilisé, mais je l'ai mis dans son bain, puis on l'a utilisé pour d'autres choses. On tu peut sais. faire ça. Ouais. Parce qu'il y en a Pour qui la traînent peau, dans c'est notre... vraiment bon. Oh, j'ai vu une histoire de ça, là. C'est quoi? Peut-être que tu l'as vu passer. C'est une femme qui a allaité son bébé puis elle a tiré son lait de ce bébé-là. Ce bébé-là est décédé. Puis son congélateur a lâché. Puis elle a tout perdu, le lait qu'elle avait gardé de son premier bébé. Mais son deuxième enfant, il y avait une genre de maladie cutanée. Fait qu'elle a pris tout le lait qu'elle avait gardé de son premier bébé pour donner un bain à son deuxième, ça l'a tout réglé, sa peau. Oh my God. Ça a marché. Ça a marché. Ah, c'est beau. C'est comme un double deuil qu'elle a vécu. tu sais. Non, il y a une vidéo d'elle qui découvre tout le lait qu'elle a perdu de son congélateur qui a lâché. Là, c'est décalissant. Ah, c'est vraiment... C'est de l'or en barre, là. Tu sais, c'est vraiment fou. c'est de l'or blanc, là. Mais non, c'est ça. C'est pas obligatoire de tirer son lait. C'est pas obligatoire d'avoir un tire-lait. Ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Puis tu sais quoi, les intentions. Aïe, aïe, aïe. Tu me redonnes le goût. Parce que j'étais en train de... C'est d'adon, là, ce podcast-là. On est Vraiment. là-dedans. J'étais vraiment en train de me dire, hey, je sais pas à quel point ça va me tenter d'en allaiter un deuxième, tu sais. Mais moi, Après le meilleur tout conseil ça. que je peux donner, c'est de se préparer, mais pas trop. Ouais. Tu sais, oui, d'être prêt, oui, de savoir, tu sais, est-ce que j'ai envie ou pas, est-ce que quelles options sont à moi, où je peux appeler si j'ai besoin d'aide. Parce que souvent, les gens, ils nous appellent, puis c'est comme là, vous êtes notre dernier recours, on devrait être le premier. Oui, bon point. Puis après, c'est juste d'y aller aussi un jour à la fois, tu sais, Ouais. de choisir. Puis il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. Il n'y a jamais d'erreur ou de « oh my God, j'aurais donc dû être plus préparée ». Tu peux pas tant te préparer. Tu peux juste décider si tu as envie ou pas d'essayer. Puis Ouais. après ça, d'être bien accompagné. Puis le reste, ben, tu sais, ça dépend des efforts que tu as le goût de mettre. Ça dépend du temps que tu as à mettre là-dessus. Ça dépend à quel point tu y tiens. Si la mère, moi, je rencontre des parents qui disent « moi, je veux vraiment allaiter exclusivement, tu sais, j'y tiens, mais je suis pas prête à allaiter, par exemple, 8 fois par jour, puis je veux pas tirer mon lait, puis il faut pas que ce soit trop difficile. » OK, mais oui, sauf que tes attentes puis la réalité, ça marchera pas, tu sais. D'un autre côté, si tu me dis « j'y tiens pas plus que ça, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ben parfait, mes conseils vont aller en lien avec ça, parce que je vais pas te demander de faire des efforts beaucoup plus hauts que c'est tes attentes à toi. Fait que faut juste que tu saches, toi, est-ce que tu y tiens ou pas? Qu'est-ce que tu es prête à faire? Jusqu'où tu es prête à aller? Puis après ça, trouver la personne qui va être capable de t'accompagner là-dedans. Puis ça se pourrait que ton allaitement, cette fois-ci, soit number one, ça se passe du premier coup, qu'il n'y ait pas de difficultés, que ton bébé soit super en santé, puis que ça soit merveilleux. Ça se peut aussi qu'il y ait des difficultés de départ, puis que finalement, ça te tente moins de t'embarquer là-dedans cette fois-ci. Ou qu'au contraire, tu te dises, gars, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà passé à travers, là, je suis bien accompagnée, je sais un peu plus où m'en aller, puis je vais l'essayer. Je veux dire, rendu chez vous, l'autre bord de la porte, c'est toi qui le fais, là. Me connaissant, là, d'avoir allaité mon premier 2 ans, je me verrais pas allaiter mon deuxième 2 ans. Genre, là, c'est un peu en mode de je veux leur offrir la même chose, même si je sais qu'il n'y a jamais rien de pareil, là. Mais c'est ça, je pense que mon écœur en titre est dû à allaiter un toddler qui est lourd, puis qui est rough, puis qui... Dans un contexte qui où est- toi, tu vis des choses aussi. C'est ça. Mais comme allaiter un tout mini bébé pas dedans, là, avec C'est plaisir. ça, là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis, tu sais, les premiers temps, les premières semaines, premiers mois sont vraiment fucking tough, là. Dans mon souvenir à moi, en tout cas, ça a été vraiment plus dur. Mais c'est tellement un coup à donner pour quelque chose qui
au final, pour moi, j'avais l'impression que j'avais trouvé un hack. Là. Tu sais, je vois les mamans qui sont là avec toutes leurs affaires qu'ils doivent laver tout le temps puis qui doivent traîner leur poudre. Puis, oh my God, il n'y a plus de lait. Puis là, toi, t'es comme, hihou. Et tu penses, par exemple, à la pandémie, justement, là? Oui. Hey, c'était difficile, là. Il y a eu des manques de lait. Les parents, ils s'arrachaient ça. Et je me rappelle, là, sur Internet, on allait sur Marketplace, là, les caisses de lait, ça se vendait à des prix de fou parce qu'il y avait des pénuries, parce qu'il y avait des manques, parce qu'il y avait des chaînes de production qui avaient été arrêtées. Là. Les laits hypoallergènes, là, genre Nutramigène, ces choses-là, là, c'était rare comme de l'or en barre. Les gens, ils s'arrachaient ça à des prix faramineux. Puis là, j'étais comme... T'es bien quand t'allaites. Tu sais, t'as pas besoin de penser à ça. C'est quelque chose qu'on pense pas, mais les catastrophes naturelles, là, à un moment donné, il y avait eu aussi un gros ouragan, puis il y avait des gens qui étaient pris à l'extérieur de leur maison et tout. Quand t'as un bébé, tu fais quoi? Qui est dépendant. Tu sais, t'as pas accès à de l'eau propre, potable, à des contenants qui sont sanitairement acceptables ou à des préparations, c'est difficile. Fait que c'est quelque chose qui est quand même difficile un peu à partir au départ. Oui, ça se peut que l'allaitement, tu sais, le début est un peu plus rock'n'roll que si tu choisis le biberon, mais après ça, le niveau de facilité va rester quand même assez stable versus le biberon, lui, il va tout le temps être peut-être un peu plus facile, mais ça vient avec le réchauffer, le refroidir, le mélanger, le laver, l'acheter, le stériliser. C'est un autre game. Le traîner. C'est surtout à ça, je pensais. Oui. Les crises de sac. Mais il y en a qui préfèrent ça. Oui, ils absolument. se sentent plus libres, ils sentent qu'ils sont pas indispensables à leur présence. Il y en a qui ont besoin de pouvoir décrocher puis de se dire qu'ils sont pas obligés d'être là en tout temps avec bébé parce que l'allaitement, des fois, c'est un peu ça aussi au début. Fait que ça dépend vraiment des besoins. Oui, c'était exigeant aussi pour... T'sais, mettons que parce que je voulais continuer de travailler, c'était Claude qui était pogné pour faire des allers-retours dans le corridor avec le bébé parce que moi, je travaillais. Il y a ça beaucoup, oui, c'est ça, j'avais oublié. Mais pourquoi je faisais ça? Oui, c'était à cause de ça. Mais ouais, ici, là, dans les couloirs, pendant des heures, toujours être à côté. Mais moi, je trouve ça beau, ça. Parce que souvent, les papas, ils disent, ben quand ma femme allaite, moi, je sais pas quoi faire. Oui. Moi aussi, je veux nourrir mon bébé comme si c'était la seule chose que tu peux faire avec un bébé. Reste à côté, puis promène-le. Non, mais tu peux t'impliquer autrement. Oui, ben oui. Tu sais, la plupart des papas, ils disent, ouais, mais si ma femme allait exclusivement, je peux pas donner de biberon. C'est comme si je sers à rien. Moi aussi, je veux nourrir mon enfant. Comme si c'était la chose ultime à faire avec un bébé, c'est de le nourrir. Ouais, ben le niveau pratique de pouvoir être seul à la maison avec pendant qu'elle va travailler ou qu'elle va une soirée, oui. Mais le reste, je veux dire, c'est l'outil de service. De faire du portage, de faire du pot à pot, de donner son bain, de le coller, de justement le consoler, de le réconforter. Il y a plein de choses que le papa peut faire pour être impliqué ou de soutenir aussi la mère dans son allaitement. Puis ça, c'est une façon de la soutenir dans son allaitement. Comme, je crois en toi, je suis d'accord avec ça, moi aussi. Je pense que l'allaitement, c'est important. Je vais pas le faire à ta place, mais je vais t'aider dans ton processus d'allaitement. Par exemple, ben oui, je vais faire des soins moi aussi, je vais m'occuper de bébé. Pendant ce temps-là, tu développes ton lien avec lui aussi. Là. Le lien d'attachement, il se développe de cette façon-là. Mais c'est du cas par cas. Là. Mettons, absolument. Lui était très, très... Si je n'ai pas un sein dans la bouche, je ne m'endors pas. À moins d'être dans le porte-bébé, l'auto ou la poussette, ce qui est quand même plein d'options. Mais tu sais, comme dans un lit, c'est impossible. Toutes mobiles. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, j'en ai plein. Là, il y avait sa chaise au début qui faisait ça de même. Oui, qu'on a encore. Oui. Mais tu sais, ça limite les options de j'aurais donc bien, mais ça, l'endormir de façon plus tendre là, que le brasser dans l'auto ou en poussette ou dans le porte-bébé. En tout cas, il y a ça qui existe. On dirait que ça me ramène dans... Ça fait déjà tellement longtemps. Ouais, c'est fou, hein, comment que... Ben, là, en tout cas, pour moi, je me souviens déjà plus de rien, j'ai l'impression. T'sais. C'est fou. OK, le tire-lait est aussi efficace que le bébé. Ça, ce serait un... Nuancé, selon la qualité du tire-lait, selon le moment où on veut utiliser un tire-lait. En général, on dit que ça va tirer à peu près 20 à 50% de ce qu'un bébé est capable d'aller tirer. Ah ouais? Donc moins, oui. C'est sûr que si on va dans le tire-lait le plus cheap au monde, là, celui qui a un petit moteur qui marche pas vraiment bien ou un petit manuel qu'on n'utilise pas bien, on va vraiment réduire beaucoup ce qu'on est capable d'aller chercher. Ouais. Si on va dans des tire-laits un peu plus haut de gamme, tu sais, par exemple, les électriques doubles avec un bon moteur et tout, puis qu'on le fait... Avec une bonne vidéo YouTube de son de bébé. de son de bébé qui pleure, avec des petites vidéos cute, là... à nous faire sécréter full ocytocine, là, on serait capable d'aller tirer quand même une bonne quantité de lait. Mais encore, ça dépend aussi à quel moment on le fait.
parce que la nuit, on produit beaucoup plus de lait. Fait que c'est sûr que si tu vas tirer ton lait le matin tôt, tu as des chances d'avoir beaucoup plus de récolte que si tu le fais en fin de journée après les tétés groupés ou est-ce que tu es déjà fatigué, un peu carré, puis tu as juste hâte d'aller te coucher. Fait que le moment de la journée a un impact, la qualité du tire-lait a un impact. Est-ce que tu es en début d'allaitement ou tu es à un allaitement d'un enfant, d'un bébé de 9 mois? Là aussi, tu n'es plus en surproduction rendu là. Tu produis ce que ton bébé a besoin. Tu es moins dans l'excédent, fait que tu vas en tirer probablement un petit peu moins aussi. Mais si tu es en début d'allaitement ou est-ce que c'est très hormonal puis que tu es vraiment dans les premières semaines, il y a des chances que tu en tires plus aussi. Fait que... Il va falloir que je rachète des pads pour mes brassières. C'est ça, là, au début, quand tu tâches tout le temps tes t-shirts. Là, pis... C'est vrai, hein? Asti que je me souvenais de rien. Puis souvent, un deuxième allaitement, une deuxième naissance, ta montée de lait va arriver plus vite puis plus grosse que la première. Ça fait du sens. Ouais. Je me souviens la première fois que on s'est réveillés, puis là, il y avait comme une flaque dans le lit. J'ai regardé Claude, je dis, oh, check, t'as bavé. Il est comme disant, non, c'est pas moi. C'est ton. Tu dis ça? C'est moi, ça. Ouais, c'était une flaque, mais mon sein était dedans, tu sais. Puis j'ai zéro. Je sais pas. J'avais l'air de. Mais j'ai zéro catché, t'as fait Lisande. C'est pas moi, ça, c'est sûr, c'est toi. J'étais. Hein? J'ai fait du lait, j'étais encore enceinte, je capotais. Ah, c'est drôle. En tout cas. Moi, je me rappelle, ça m'était arrivé comme genre la belle province. Là. Ma fille est toute petite, là, elle est vraiment pas vieille, puis on va manger. Puis je suis assise, tu sais, on mange, elle est à côté de moi. Puis là, à un moment donné, je suis comme, voyons, comme je suis mouillée, tu sais, sur mon Dieu, je suis assise, tu sais, plus droite. Puis là, je suis comme, voyons, c'est quoi ça? Puis là, je regarde, oh my God, ça avait passé à travers mon chandail, à travers ma veste, ça avait coulé sur mes pantalons. J'étais là, on s'en va d'ici. J'avais mis de pad avant cette fois-là. Okay, après ça, ça a été un bout avant que j'en mette, avant que j'oublie d'en mettre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est vraiment fou. Donc, la réponse très nuancée. Très nuancée. C'est vraiment circonstanciel. Ça dépend. C'est le vibe, là, aussi. Le bébé, il y a un vibe, là. C'est dur à côté. Il est déjà 2h30. Fait que vite, hein? Ouais, c'est fou. OK, je vais essayer de... Parce que, mettons que là, je te pose ça en rafale. Il n'y a plus de zone grise. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Tu dois avoir une diète différente quand tu allaites. Non. Là, je suis pas nuancée. Yeah. Non. OK, je peux être un peu nuancée. À moins d'avoir un bébé avec des intolérances, là, tu sais, vraiment... qu'on doit faire un régime d'éviction, mais là, dans ce cas-là, on va avec une nutritionniste, puis, tu sais, c'est un autre game, là. Mais sinon, non. À moins de mal se nourrir avant d'avoir un bébé, j'imagine, tu sais, si t'as des problèmes alimentaires, toi... Oui, mais encore... Tu sais, pendant la grossesse, ton corps va toujours prioriser ton bébé. Une fois que ton bébé est sorti, ton corps va prioriser ta santé. Fait que oui, si t'es vraiment en malnutrition, déshydraté, tu produiras pas vraiment de lait, mais ton lait va quand même être bon pour ton bébé. Oui. Mais si tu réussis à en faire. Ouais. Mais sinon, tu peux manger n'importe quoi, puis c'est pas grave. Il y a, en fait, la question d'après, c'est si tu prends des médicaments, tu dois arrêter l'allaitement. Mais moi, je donnerais des nuances à ça, c'est parce que ça dépend des médicaments. Mais il y a tellement de choses qui est écrit, mettons, si tu es enceinte ou si tu allaites. C'est fou. Arrête ça, tu sais. C'est parce que ce serait pas vraiment éthique de le tester. Non, c'est ça. Fait que tout ce qui n'est pas testé, il y a tellement d'affaires pas testées. C'est parce que tu peux pas dire, OK, on va prendre, par exemple, 100 femmes enceintes, on va leur donner le médicament, on va voir ce que ça donne, puis après ça, on pourra savoir si on peut ou pas. Effectivement, c'est pour ça qu'ils testent jamais les au niveau affaires. éthique, c'est un peu difficile à faire. Mais l'ashwagandha, là, comment ça, Dans le cas de doute, on s'abstient, mais les produits qui sont vraiment, vraiment pas recommandés avec l'allaitement, il y en a pas tant que ça. Là. C'est ça. La plupart, il y a comme plusieurs niveaux, là, ouais. de créatine, mettons. Non, mais pour vrai de vrai, là, je sais que ça dépend vraiment des femmes, mais j'ai tellement tout le temps été lousse, là. Je vois tout le temps sur plein d'affaires de pas prendre ci ou ça si t'es enceinte ou si t'allaites, puis j'avoue que je fais vraiment partie des femmes qui s'en torchent un peu plus. Parce que justement, c'est comme, ils peuvent pas le tester. Ils disent ça pour se protéger les fesses au cas où quelque chose arrive, mais tu sais, je veux dire, je vais pas me mettre à manger du poulet cru. Il y a quand même une bonne différence entre pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Ouais, c'est deux choses vraiment différentes. Ouais. Grossesse, il y a des vraies affaires. Pendant la grossesse, c'est ça. T'es quand même connecté direct. Là. C'est un one-way, partage le même sang, le même corps. Fait que ça va directement. Il y a beaucoup plus de choses qui vont être restreintes. Par contre, avec l'allaitement, c'est que là, c'est toi qui vas le prendre, qui va le digérer, que ton corps va le filtrer, qu'il va en avoir une partie qui va dans ton sang, qui va être transmise par le lait, qui va aller dans ton bébé, qui lui va le digérer, qui va... Tu sais, fait que là... Non, c'est pas la même game. Là. Quand je dis que je suis comme pas prudente enceinte, je suis vraiment pas prudente quand j'allaite.
Ouais. c'est comme Ça, c'est dit. Non, je fais attention quand même un peu enceinte, mais vraiment pas quand j'allaite. Je me saoule pas. C'est correct, ça. Le pire, ce serait l'alcool, saouler. ça, on pourrait en débattre longtemps. Là. Ah ouais, Santé Canada va dire, mettons, bois pendant que t'allaites, puis là, pendant 2 heures, allaite pas pour être sûr que ça soit... Puis t'as d'autres versions qui disent comme, tu sais, si t'es trop pacté pour mettre ton bébé au sein, demande à quelqu'un de le mettre pour toi puis qu'il te surveille. Fait que, tabarouette! il y a comme les extrêmes. c'est Dans le vrai? sens où... Ça, c'est des gens en France, là. Les Français, ça y va, là. Non, mais dans le sens où l'allaitement, tu sais, le lait maternel est un protecteur du bébé, OK? Les bactéries de l'intestin, si on prend 2 bébés, OK, puis on regarde les bactéries de l'intestin de un et de l'autre, on peut tout de suite dire avec affirmation et certitude, pas de zone grise, lequel est allaité, lequel ne l'est pas. C'est pas les mêmes bactéries qu'il va y avoir dans l'intestin, c'est pas du tout la même affaire. Il y en a un, ça va être des bactéries qui vont être, mettons, moins bonnes, et l'autre qui va être toutes des bonnes bactéries. Puis imagine un bébé qui vient de naître, qui est seulement allaité au lait maternel, il y a comme une petite protection dans son intestin, un petit téflon de l'intestin, OK? Chaque goutte de lait maternel que tu lui donnes, ça n'enlève rien à cette protection-là, il est protégé. Dès que tu lui donnes une goutte de préparation commerciale, déjà, on commence à affecter cette protection-là. On lui donne un biberon, on fait un petit trou. On lui donne 2 biberons, on fait 2 petits trous. Là, tu sais, j'image, là, c'est pas un trou à chaque fois, mais ça va affecter cette protection-là tout de suite. Si on continue à en donner de manière continue, cette protection-là, elle va disparaître complètement et l'intestin devient un peu plus perméable et donc plus à risque. C'est pour ça qu'on dit que l'allaitement est un facteur de protection pour les gastro-entérites, les problèmes au niveau tout ce qui est intestinal et digestif, parce qu'il est protégé. Donc, dans le cas, par exemple, où tu serais assez intoxiqué à l'alcool, et là, tu te poses la question, est-ce que j'allaite mon bébé et j'ai des chances de lui transmettre peut-être un petit peu d'alcool à travers mon lait qui va faire qu'il va peut-être dormir sa nuit de 5 heures? Ou est-ce que je lui donne elle un 4 onces ou je lui donne un 4 onces de préparation commerciale qui va peut-être... le choix est facile. Faire en sorte qu'il va avoir plus de difficultés à le digérer ou qu'il va peut-être avoir des maux de ventre ou que ça va peut-être toucher un peu sa protection intestinale. Ben, une fois... Fine, OK. Tu peux dire, oui, je vais y en donner une fois. Je sais que ça va se refaire, la petite protection. Une fois n'est pas coutume, ça va. Mais si ça fait partie de son quotidien tout le temps, puis que tu fais ça plus souvent, ou que là, tu prends goût à donner le biberon, puis que là, finalement, tu en donnes à tous les jours, cette protection-là disparaît au complet. Fait que, le meilleur des mots, c'est pour ça qu'on dit que c'est quasiment moins pire d'allaiter, même si tu as un petit peu trop bu d'alcool un soir, que de jeter ton lait puis de lui donner autre chose qui peut avoir d'autres impacts à long terme. Fait que... J'aimerais quand même prendre ce moment-là pour dire à toutes les femmes qui allaitent pas que l'important, c'est nourrir leur enfant. Absolument. Puis c'est ce que je dis à toutes les mères que je rencontre. Mon premier, jamais, tu sais, il y a eu colostrum, une petite cuillère, puis ça a été vraiment, ah non, tu sais, puis il y a tellement eu de misère avec son microbiote. Tu sais, c'est pas juste ça, là, tu sais, il y avait une opération, il y avait eu... c'est quoi qui a vraiment affecté les antibiotiques, là, mais antibiotiques. C'est pas bon non plus. Puis il y a différents niveaux d'antibiotiques. Fait que mélange ces événements-là, tu sais, je suis comme on a fait son petit jardin, là, ça allait pas du tout, là. Bref, ça m'a fait penser à ça. Puis notre garçon... C'est tellement important. C'est fou comment que j'ai vu un lien direct entre, mettons, l'introduction des solides et l'introduction aussi des petites bactéries ou des petits rhumes ou des petites affaires qui sont arrivées tranquillement, tu sais. Il était pas mal plus malade, mettons, dans les derniers mois là, que genre les 6 premiers mois de sa vie qui avait jamais rien pogné, tandis que j'ai des amis qui avaient des bébés qui étaient tout le temps malades, tu sais. Il était dans une capsule. Il n'y avait pas de trou dans sa protection. C'est un facteur de protection. C'est fou. Tu sais, encore là, ça veut pas dire que les enfants seront jamais malades ou ça veut pas dire que les enfants qui sont pas allaités vont être 2 fois plus malades. C'est un facteur de protection. On parle au niveau scientifique. Il n'y a pas de tu fais bien, tu fais pas bien. C'est correct, allaite, il faut absolument que tu le fasses. Allaite pas, c'est vraiment de la... C'est pas ça. On n'est pas dans le noir et blanc. On est justement dans... Il y a des femmes qui n'ont pas la capacité physique d'allaiter ou encore la capacité mentale. Si tu es en épuisement, en postpartum, puis que l'allaitement, pour toi, ça te draine vers le bas tout le temps, puis que ça marche pas, puis que tu n'as pas de beaux moments avec ton bébé, ben là, ton bébé, OK, tu vas le protéger, son petit téflon de l'intestin, mais son lien d'attachement, par exemple, on vient de le jeter dans le drain. Là. Fait que... Non, c'est ça. Faut penser overall, en globalité. Puis c'est aussi... Tu sais, il y a tellement d'histoires de femmes qui ont des pensées intrusives, là, très négatives et très...
qui allaitent, mettons, là, puis qui trouvent ça tellement insupportable qu'ils ont l'impression qu'il pourrait être un danger pour leur bébé. Juste, rendu là, je t'en supplie, là. Le protéger, c'est de donner un biberon de lait préparé. Oui. C'est comme... Parce que l'allaitement, c'est un facteur de protection du postpartum. Mais en même temps, quand ça devient quelque chose qui est hyper anxiogène, pour lequel tu te mets tellement de pression que t'es pas bien, puis que là, tu viens que t'en manges plus, puis que t'es pas bien... Ben là, t'es plus un facteur de protection pour ton bébé. Au contraire, il faut que tu penses à toi aussi. Fait que de là, l'importance d'avoir des gens autour de soi qui sont capables de t'accompagner, de t'écouter, de pas te juger. Puis c'est ça un peu le rôle de la marraine d'allaitement. C'est que si toi, tu dis une fois que « Oh my God, t'es fatigué » ou « Oh, ton bébé, il dort pas bien », la plupart des gens, ils vont dire « Ah, mais arrête d'allaiter, donne-lui un biberon, prends un break, t'as l'air fatigué, je vais m'en occuper, je vais le garder ». C'est peut-être pas ça que t'as besoin. T'as peut-être juste besoin de quelqu'un qui va te dire « Hey, c'est vrai que c'est tough, hein? » Exact. Tu vas passer à travers, lâche pas. Puis si tu as besoin de jaser, moi, je suis là pour toi. Juste pas donner des solutions. Juste écouter, conseiller en fonction de ce que tu as besoin réellement. Juste besoin de le dire. Là. Juste besoin de bâcher comme c'est tough, je t'ai écœuré, je t'ai épuisé, je suis fatiguée, je t'aboute, je peux plus. C'est vrai que c'est tough, hein? Je m'en souviens que ça avait été quelque chose qu'on s'était dit avant que j'allaite. On avait mis au clair que si je t'ai écœurée, que c'était juste de m'écouter puis d'être comme je comprends. Puis de jamais dire comme ben arrête, là, prends un break ou tu sais. On a reçu jamais... un petit truc de préparation aussi, puis on a fait non. Ben c'était quelque chose qu'on s'était déjà fait dire, puis je trouve tellement que c'est un bon conseil là, pour tous les papas out there puis les familles. L'être humain veut toujours trouver des solutions. Plutôt que d'essayer d'accompagner la difficulté. Par exemple, c'est la même chose pour la grossesse. Tu arrives à l'hôpital, tu as mal, tout de suite, on va te dire, veux-tu l'épidurale, veux-tu un bloc honteux, veux-tu quelque chose, veux-tu, on va gérer ta douleur, là, c'est pas normal que tu aies... Mais c'est normal, c'est le processus de la grossesse puis de l'accouchement. Là. Moi, je réponds quand même oui. Éventuellement, oui. Mais si on voyait ça d'un autre côté, mettons, c'est normal que ça fasse mal. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton bébé ressent? On passe beaucoup à côté de ça. Mais l'allaitement, c'est un peu la même chose. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, c'est rocailleux au début. Oui, ça demande plus. Mais on n'est pas toujours à rechercher des solutions. Non, c'est ça. Des fois, on n'a pas besoin... Je suis fatiguée, je dors pas beaucoup, mon bébé se réveille aux 2 heures. Ah, t'as-tu essayé telle affaire? Fais-y faire la flip à l'envers dans sa bassinette à la pleine lune, donne-y, whatever. OK, mais je t'ai pas dit que j'avais besoin... J'ai juste besoin de dire que c'est tough. Oui. Je vais vivre avec, là. Juste de se faire dire comme... Hey, tu sais, bravo. Tu sais, juste... Je pense que quand tu le nommes, mettons, au moment où c'est difficile, tu as surtout besoin que la personne te voit ce que tu es en train de faire pour la famille, tu sais, puis un genre de... C'est tough, mais te faire dire « Wow, merci de faire ça, t'es bonne. » Tu sais, pas genre arrête, là. C'est plus comme... Renforcement positif. Ouais. Beaucoup. Ouais, mais souvent, les gens autour de toi... Ils veulent pas que tu souffres. Ils veulent pas que tu ailles mal. Ils veulent pas que tu sois fatigué. T'sais, ils sont pas bien. Ils ont eux-mêmes un inconfort face à ton inconfort. Fait qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Oui, c'est ça. C'est ça pour eux. Mais... La pleine lune, c'est quoi? Ça pas... Tu sais, là, de faire la culbute un soir. C'est tous des trucs de grand-mère pour aider à faire dormir. Mais en même temps, ben, tu sais, prends-le, colle-le, puis il va s'endormir. C'est tout. Là. Mais mettons-le dans la situation inverse. T'as une maman qui allaite, elle n'est plus capable. Elle a dit Asti que je t'en ai, je veux arrêter, puis tout. Est-ce que tu réponds non, continue, t'es bonne, t'es capable? Puis non, c'est ça. Dans les deux sens, tu fermes ta gueule puis t'encourages peu importe ce que la personne dit qu'elle veut faire. Bien, souvent, si la maman me dit qu'elle veut arrêter d'allaiter, je vais lui demander est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut ou est-ce que ça vient d'une pression externe? Okay. Est-ce que quelqu'un, mettons, son conjoint qui lui dit arrête, qui veut pas l'aider, elle se sent toute seule, ou sa mère, ou peu importe, qui est avec elle. Si elle dit non, moi, je veux vraiment arrêter, je vais lui dire ben c'est correct, tu peux arrêter si tu veux. Dans certains cas, arrêter, par contre, est-ce que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider? Parce que, on l'a dit tantôt, préparer les biberons, acheter la préparation, mélanger les choses, faire réchauffer, tout ça, ça prend aussi du temps. Puis ton bébé, que tu l'allaites ou pas, il risque de se réveiller aux 3 heures pareil. Est-ce que tu vas vraiment être moins fatigué? Est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est le geste d'allaiter et d'être la seule personne à pouvoir le faire? Si dans tous les cas, tu es toute seule au bout du compte puis que tu es toute seule chez toi puis que tu n'as pas d'aide, un ou l'autre ne changera pas grand-chose. C'est ça. Ouais.
Donc, c'est plus de voir, tu sais, est-ce que tu as pensé à ce que ça apporte? Puis, tu sais, pour toi, les plus et les moins, est-ce que ça va? Oui. Ah non, ben là, mon chum, lui, il dit que si on fait des biberons, par exemple, il va se lever à toutes les nuits, moi, je vais pouvoir dormir. C'est parfait, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais si c'est toi qui se lève la nuit pareil, il y a une différence, très grande différence hormonale quand tu n'allaites plus la nuit au niveau de ta capacité à te rendormir, la vitesse à laquelle tu vas te rendormir, puis la vitesse à laquelle ton bébé va se rendormir. Fait que là, est-ce que tu es vraiment gagnante là-dedans? C'est fou parce que c'est les bonnes questions. T'sais, c'est pas tout le monde qui le sait même. Ils savent pas. S'ils se font poser les bonnes questions. Au-delà de l'encouragement ou du découragement, faut savoir ça. Très bonne question. Oui. Ben là, Dernière question. Quoi. Ouais, OK. Es-tu bonne? Ben, Choisis celle que tu nous, on Choisis-la, l'a vécu. Fait que je quand même... J'aimerais ça qu'on en parle, c'est sûr. Là. L'allaitement qui cause des caries chez le bébé. Ben, on l'a dit un peu tantôt. Ouais, le lait en soi, seul, n'est pas cariogène. Ce qui devient cariogène, c'est est-ce qu'on a une bonne hygiène buccale? Est-ce qu'on a autre chose sur les dents qui vont contribuer à la carie dentaire? Et c'est sûr qu'un bébé qui va s'endormir avec du lait dans la bouche, puis qu'on n'a pas, par exemple, brossé les dents, qui mange, qui a plein d'autres choses sur ses dents, ben oui, ça va contribuer à développer plus de carie dentaire. OK. Un bébé qui se fait brosser les dents, puis que là, il allaite pendant la nuit. Mais il a les dents bien brossées. Parce que là, c'est quoi bien brossé, tu sais? Ouais, c'est ça l'affaire. C'est quoi bien brosser les dents d'un bébé? c'est ça. Tu sais, bien brosser les dents d'un bébé, mais dans sa bouche, il y a quand même autre chose. Tu sais, fait faut faire attention. C'est gris. Le lait seul n'est pas cariogène, mais dans un contexte où il y a déjà des bactéries, où il y a déjà des sucres, où il y a déjà quelque chose, où on le garde dans la bouche toute la nuit, où on a des dents. T'sais, oui, ça peut apporter, mais ça serait la même chose avec n'importe quoi d'autre, par contre. Parce qu'il y a vraiment une dentiste qui nous a dit là, que c'est le lait là, qui cause les caries. Donc, comme, OK, comment ça de base? C'est normalement mal fait. C'est la carie d'allaitement. C'était littéralement comme ça. C'est le nom là, de la carie. Fait que ça vraiment ça accuse le lait. Oui, mais c'est ça. Dans le cas où ton bébé a des dents, où il mange, où tu l'allaites la nuit, par exemple, et qu'on rince pas la bouche, puis qu'on lave pas les dents, puis qu'il reste du lait dans sa bouche, ben oui, ça peut causer de la carie. Ça serait la même chose avec de la préparation commerciale, par contre. Ça changerait pas. Que ce soit du lait maternel ou de la préparation, ça ferait la même affaire. Puis en toute transparence, avant que je sois assidue sur le brossage de dents, ça a quand même été probablement plus long que j'aimerais l'admettre. Dans le sens que ces premières petites dents de bébé qu'il venait d'avoir, là, avant qu'il mange du solide, même rendu là, ça a été long avant que je sois comme tous les soirs lui brosser les dents. Là. Au-delà de tout ça, tu parles à une hygiéniste dentaire puis elle dirait même avant les dents de passer une petite débarbouillette. Ils vont toujours dire des affaires impossibles. Ben, c'est possible, mais on le fait pas. Là, ça. Je veux dire, une fois que tu as réussi à l'endormir, là, c'est pas vrai que tu vas le réveiller pour y laver les gencives avec une débarbouillette. Toi puis moi, tu sais. Laver les gencives. Dans le meilleur des mondes, OK, là, mais. Je vais le réveiller, là, il vient de s'en entendre. Ouais. Moi, je suis poche là-dessus. Bravo, Lisande, merci d'ailleurs. S'il y a une affaire que c'est toi qui portes la charge mentale du brossage de dents, ça, c'est à chacun sa charge mentale. Oui, mais l'affaire, c'est que je devrais la porter un peu plus parce que... Là, vu que c'est juste toi, fais attention à ce que tu fais avec. Non, c'est ça. On va voir ça dans une couple d'années. Oui, c'est ça. Il va rien qu'avoir des facettes. Ouais. Hey, j'ai tellement aimé ça, Marie-Pierre. Puis Aïe, je parle pas à toi, là. Je sais pas, je t'appelle pas Aïe. Je dis Aïe. C'est vrai que mes enfants m'appellent Bro. Fait que... Oh my God. T'es rendu là. Ça a été vite, le Bro, quand même. Ah, quand même, là. Plus t'en as, les plus jeunes, les petits derniers, là. Ça va vite. Ah, ouais, OK. À 5 ans, elle me sort des affaires que je suis comme, mais non, c'est impossible. Oh là là, ouais, c'est ça. Bon, ben, Bro, merci d'être passé. Marie-Pierre, j'ai tout aimé. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, de répondre à nos questions, de nous replonger dans le bain de l'allaitement. Ça nous a remis dedans. Ça remet dans le mood. C'est fou. C'était un bon timing. Je pense qu'ils ont fait ça pour ça. Ils avaient fait ça. Ça se peut très bien. Puis si vous avez des questions ou, tu sais, moi, je finis en disant... aller chercher de l'aide. Souvent, il y a des parents qui sont vraiment gênés ou qui savent pas où aller ou, tu sais, peu importe où est-ce que vous êtes, le regroupement d'aide en allaitement, il y en a partout. Il y en a à Montréal, il y en a sur la Rive-Sud, il y en a sur la Rive-Nord, il y en a... Puis, tu sais, les femmes qui font ça, ils font ça par amour de l'allaitement puis des parents. Puis il y en a plein qui font ça bénévolement, puis il y en a qui font ça salariés. Mais ayez pas peur de demander de l'aide, là. C'est pas en dernier, le recours. Vaut mieux plus tôt que trop tard. Le premier recours. Oui, le premier recours.
Est-ce que on a... Ben, ça, j'imagine, si tu veux dire à Julia, mettons, écrire des liens où les gens peuvent se référer, on pourrait mettre ça en dessous de la vidéo. Oui, il y a la route du lait par le mouvement Allaitement Québec qui existe. Fait que c'est comme tous des endroits où l'allaitement est, par exemple, un restaurant où tu peux aller allaiter puis tu n'auras pas peur de te faire mettre une serviette sur la tête. Fait qu'il y a des endroits qui sont vraiment sur une carte interactive qu'on voit au Québec, les endroits où est-ce qu'on peut aller allaiter, les endroits qui sont pro-allaitement puis tout. Fait la route du lait, ça, c'est quand même un beau nom. C'est cute quand même. Ouais. Est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux aussi? Tu as des plateformes... Je suis quand même un petit peu active sur les réseaux sociaux, mais pas tant en lien avec l'allaitement, avec mon travail, plus avec ma vie personnelle. Mais pour c'est ça, ceux qui cherchent de l'aide, tous les regroupements, puis le RAM en Montérégie, à Montréal, la Ligue de la Leche, les regroupements, le MAC, Mouvement Allaitement Québec, où il y a la route du lait. Il y a quand même beaucoup de ressources. Là. Parfait. N'hésitez pas à y aller, même en prénatal. On aime bien jumeler les mamans avec des marraines d'allaitement en prénatal. OK. Comme ça, avant que tu perdes ton cerveau avec ton placenta, tu as déjà le numéro puis tu sais où appeler en cas de besoin. OK, dernière affaire, je m'excuse. Les capsules de placenta, j'ai vu ça passer. C'est plus en mode, c'était en mode il y a plusieurs années, mais... Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'en a parlé. Faire déshydrater ton placenta puis l'encapsuler pour le prendre. Je t'ai envoyé une vidéo de ça. Je vois. Est-ce qu'on devrait encore faire ça? Il y a comme bien des années. Là. Moi, j'ai connu du monde qui ont fait ça, là, mettons, le 10-12 ans, mais aujourd'hui, je te dirais que... On va s'informer. S'il y a le moindre bienfait, ça peut être intéressant. Ben, moi, il y a beaucoup de monde qui disent que ça sert absolument à rien ou que tu peux t'intoxiquer avec ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un supplément en fer. Honnêtement, j'ai comme pas vraiment d'avis là-dessus. Moi, mon placenta, il a servi à faire pousser un arbre chaque enfant. Toi, ça? Oui. C'est tellement une bonne idée. Genre, garder le placenta, puis on l'a planté avec un arbre. Nous autres, on l'a juste jeté, là. On n'a jamais parlé. Vous avez encore le temps d'y penser. Ça serait injuste. Imagine, non, j'avais un enfant que j'avais pas son placenta, on a planté un jouet. Ah, c'est cute, ça. C'était juste symbolique. Ah. J'avais planté un jouet. OK, bon, tu vois, là, je suis rassurée. 3 placentas puis un jouet. C'est ça, voilà. Ah, c'est bon. Ça pourrait être un Spider-Man. OK. Hey, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.